How are ya? Good. How are you guys? Bonjour de tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Drette sur le Timbre en ce lundi, si vous l'écoutez en temps réel. Sinon, bonjour de la semaine, peu importe ce qu'il est. Et cette semaine, je me rendais chez mon massothérapeute et j'étais dans Uber et le conducteur était un monsieur, un Africain d'une 50aine d'années, je dirais. Et à un moment donné, il me dit, est-ce que vous jouez au hockey, vous? Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, je suis pas un joueur de hockey. Puis là, il regarde mes jambes, tu sais, voir si j'ai des fesses de joueur de hockey ou des jambes, des jambons. Puis il dit, je dirais que vous savez jouer, puis junior. Puis je suis comme, ouais, non, mais tu sais, j'ai joué jusqu'à la ville, tout ça, mais tu sais, j'en ai pas fait un métier. Puis là, j'ai dit, vous, est-ce que vous avez joué? Puis il dit, oui. Ça en a suivi un silence long. Je fais, OK, cool, très cool. Puis là, après le silence long, il fait, en fait, c'est mon fils qui joue. Je fais comme, OK. Il joue quel calibre? Moi, je m'attends à ce qu'il me dise, il y a 12 ans, il joue midget. Il me dit, il joue dans la Ligue américaine. Là, je suis comme, je trouve ça vraiment pas pire. Puis il me dit, oui, mais j'aimerais ça qu'il joue dans la Ligue nationale. Tu sais, je fais, oui, je sais, mais quand même vraiment excellent. Je dis, en fait, plus ça va, plus il y a des chances que je connaisse votre fils, monsieur. Puis il me dit, j'ai dit, c'est qui? Puis il dit, Imama, Bokonji Imama. Puis je fais, Bokonji Imama. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Bokonji Imama a joué pour les Saintes, les Dogs, voyons. C'est quoi, là? Les Sea Dogs de Saint John, excusez-moi. Et il joue présentement dans la Ligue américaine. En fait, c'est drôle parce que Bokonji, j'ai joué contre lui l'été dernier à la classique Kevin Raphaël à Laval. J'ai dit, je sais, je connais votre fils, j'ai joué contre lui, il est épais comme un cheval, il est comme tellement, et c'est ça, il est fait sur l'épaisseur, je viens de dire comme, en fait, je viens de faire un Marc Bergevin, là. Mais il est fait sur, il est pas particulièrement grand, mais il est extrêmement fort, extrêmement costaud. Et, je fais, hey, j'ai joué contre votre fils l'été dernier. Puis il m'a dit, ah oui, j'étais là, tu sais, je vous reconnais. Impossible qu'ils me reconnaissent. Impossible. Je suis pas connu. J'avais un casque avec un masque. Mais vraiment, quel drôle de hasard. Puis il m'a dit que justement, il s'en allait en Afrique. Puis après, il s'en allait revoir son fils qui joue à Ontario. Pas dans la province, mais Ontario Reign, en Californie. Et il aimerait bien que son fils monte en Ligue nationale. Donc, écoute, Bokonji, je te le souhaite. Bokonji qui joue pour le club école des Kings. Donc, bonne chance. Et salut à ton père. C'était une anecdote. Je dis aujourd'hui, je commence avec une anecdote et puis ça va comme ça. Avant de présenter l'épisode, je veux juste vous dire et vous rappeler, j'en ai parlé précédemment, mais que mon spectacle Échapper le gâteau, certains m'écrivent des fois pour me savoir si je fais des supplémentaires. Eh bien oui, j'ai une supplémentaire le 23 mai qui a été annoncée récemment. 23 mai 2018 au Lion d'Or, au Cabaret Lion d'Or à Montréal. Donc, venez faire un tour, ça va vraiment être cool. Les billets sont déjà en vente sur le site du Lion d'Or, ça commence déjà à partir. Donc, prenez-en vous une paire. Un billet, si vous voulez venir tout seul aussi, je vais vous parler après, mais achetez-vous une paire, amenez un ami, puis on va se voir au spectacle. Puis je vais sortir après, comme je l'ai dit, parler aux gens, ça me fait plaisir. Et qui sait, peut-être va-t-il y avoir de la marchandise gratuite. C'est pas une promesse, c'est juste moi je dis des affaires la même, on sait pas, je dis n'importe quoi, peut-être que vous allez être déçus puis il n'y en aura pas, mais venez faire un tour, venez voir le spectacle, puis après ça on jasera si vous avez aimé le podcast ou l'humour en général. Donc 23 mai 2018, Échapper le gâteau, David Bocage en vente sur le site du Lion d'Or. J'ai pas le souffle, je suis pas en forme, je fais des présentations, je suis soufflé, je suis assis, c'est pathétique. Et finalement, ce qui m'amène aujourd'hui avec un nouvel épisode plutôt. Aujourd'hui, j'avertis d'avance. Je sais pas s'il l'est, mais j'aime mieux dire d'avance. C'est peut-être un épisode plus niché du podcast. Je sais que c'est un podcast qui a une thématique de hockey quelconque, mais tu sais, à la base, moi, je m'intéresse vraiment au parcours des gens qu'on reçoit, puis peu importe, tu sais, leur lien avec le hockey, le but, c'est d'avoir un parcours intéressant. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus niché, alors que c'est un épisode à thématique d'équipement de hockey. Et ça peut quand même être intéressant, parce que l'équipement, derrière ça, il y a du génie, tu sais, du génie physique. En tout cas, bref, le génie du mouvement, puis tout ça. Puis, je veux dire, c'est très intéressant en général, mais je sais que c'est peut-être un peu geek aujourd'hui comme épisode. J'aime juste mieux dire d'entrée de jeu. Parce que, tu sais, il y a des épisodes qui sont vraiment, qui pourraient être un podcast, pas du tout radio hockey, puis il y en a qui sont plus nichés. Mais ça, peut-être, c'est l'autre extrême. À vous de déterminer. Faut pas dire aux gens comment passer. J'aime mieux juste le dire si vous dites, cette semaine, c'était un peu intense. Donc, je reçois Anthony Gauvin, qui est un gars qui travaille pour Bauer depuis des années. C'est un gars qui a toujours été fasciné par ça.
l'équipement depuis longtemps. C'est un nerd de l'équipement. Puis c'est un gars qui allait au cégep avec moi. En fait, quand il était booké, je savais même pas en fait que c'était lui. C'est par après que j'ai réalisé que c'est un gars que je connaissais. Donc, c'est le nouvel épisode avec lui et on s'attarde. C'est peut-être la présentation la plus longue que j'ai jamais faite de ma vie, ça sans raison. Donc, je vous laisse écouter l'épisode avec Monsieur Anthony Gauvin. Drette sur le tape avec David Bocage. Salut, Anthony Gauvin. Yes. Les gens, écoutez l'épisode un peu plus longtemps, le chant des fois, on chante que les gens sont comme, je connais pas le gars. Ouais, non, c'est ça. Donne-toi 15 secondes. Ben, j'imagine que t'as un bon fanbase en plus de gars de Brébeuf. On est 8 qui écoutent ça. Ouais, non, mais c'est pas ça, on se connaît un peu de Brébeuf. T'étais au secondaire un an plus vieux que moi. Exact, comme en 2007. Exact, on le rappelle. Moi, j'étais un an plus jeune. Puis, en fait, c'est ça, quand on voulait approcher quelqu'un, tu sais, qui nous parle d'équipement, tout ça, plusieurs personnes m'ont dit, je connais un gars, Gauvin, ça, mais j'avais pas flashé que c'était toi ou j'avais pas eu de prénom. Puis par le temps que je réalise que, OK, c'était toi que j'allais recevoir au podcast, la déception était inévitable. Non, c'est vrai. Non, mais parce que je t'ai connu aussi comme vendeur ou, ouais, exact. Parce que toi, t'es un vrai geek d'équipement, là. Ouais. Je pense qu'il y a pas plus geek que moi, là, pour vrai, là. Quand je vais voir des games de hockey, je m'en vais pas voir des joueurs, je m'en vais voir des prix sur des pièces d'équipement, là, pour vrai, là. Je le disais souvent comme ça, mais ouais, en effet, j'ai travaillé avant de commencer ma carrière de designer officiellement, parce que dans le fond, c'est ça, ma profession actuellement, c'est d'être designer de produits pour Bauer, designer industriel, pour être vraiment précis sur les termes. Mais ouais, j'ai travaillé un gros total de 9 ans au Sport Expert du Centre Rockland. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé en 2006, en mai 2006, juste avant le début de l'été, si tu veux, là, puis le Canadien venait ou était en train de se faire lapider par les Hurricanes de la Caroline, quand Cam Ward est venu substituer le gardien partant des... On salue Martin Gerber. Ah oui, Martin Gerber. Donc toi, en fond, c'est-tu ta job de rêve là, que t'as pogné après? Parce que là, en fait, présentement, tu travailles pour Bauer. Exact. Mais on va y venir, par exemple, tu as travaillé pour Sherwood. Ouais. Donc, tu as tout un background... dans l'équipement de hockey. Hein? Ouais. Ben Sherwood, ça a été un peu inespéré, mais en tout cas, dans le fond, moi, quand j'ai commencé mon secondaire, puis tous mes amis pourraient confirmer ce que je veux dire, là, c'est que j'avais un seul objectif, c'était de travailler dans l'automobile. Fait que je voulais aller, j'étais un gros fan de F1, mon père, il me faisait regarder les courses à 6-7 heures du matin. À RDS, puis j'étais devenu gros fan de F1 pendant que Villeneuve était encore là puis qu'il avait gagné le championnat du monde. Fait que c'était même avant de commencer mon secondaire. Fait que l'objectif c'était génie mécanique, domaine automobile. Avec le programme à Poly, il t'envoyait 1 an en Europe aussi à la fin de ton parcours pour étudier strictement dans le domaine automobile. Puis c'est en arrivant au cégep à un moment donné où est-ce que tu te rends compte, tu fais tes sciences pures, il y a plus vraiment de créativité, alors que autant au secondaire puis au primaire aussi, j'en avais eu beaucoup. J'étais dans un background qui était vraiment axé sur l'art plastique, toutes ces affaires-là. Ça m'avait manqué un peu, fait que tous les cours complémentaires qu'on prenait, c'était tout le temps des affaires artistiques, genre dessin technique, photographie, des choses comme ça, des trucs qui me rapprochaient un peu plus du domaine des arts. Puis là, quand je suis rentré à l'université à Poly, là, c'était pas ma crowd. J'ai vraiment pas trippé, j'avais pas de fun à aller à l'école, puis le seul vrai cours où est-ce que j'ai eu des bons résultats, c'était le cours de conception assistée par ordinateur. Fait qu'à un moment donné, il y a aussi une partie où est-ce que le domaine pour l'intérêt pour le hockey est arrivé quand même assez tard dans mon cas, puis il est devenu vraiment intense vraiment rapidement. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit que ça serait hot de faire le switch, design industriel, puis un jour travailler pour une compagnie de hockey. Fait que pour répondre à ta question d'origine, oui, c'est un dream job, là. Puis toi, en fait, ça, c'est que tu as fait design industriel pour... c'est ça, dans le fond, finalement, pour ouais. T'as pas fini Poly, t'es parti... Non, exact. Je suis parti après 1 an. Okay. Là, dans le fond, au cégep, ça a été un peu turbulent. J'ai fait j'ai fait 5 sessions. Parce que j'étais pas sûr, j'avais carrément shinké une session complète, puis je me posais des grosses questions, mais j'ai fini par avoir les résultats nécessaires pour entrer à Poly. J'hésitais encore beaucoup entre design industriel puis Polytechnique. J'avais été accepté aux deux, fait que je me suis dit
t'sais, tant qu'à ça, je vais aller vers une profession qui a peut-être plus de chances d'avoir une opportunité d'emploi en sortant. Je give it a shot. Ouais. Puis finalement... C'était pas ça. Ben écoute, je veux dire, il y en a qui vont dire que j'ai perdu une année, mais oui puis non, parce que ça m'a permis de réaliser que c'était pas pantoute ça que je voulais faire. Puis quand j'ai fait le switch en design industriel, là, j'ai eu vraiment une éclosion parce que j'ai commencé à triper vraiment sur ce que je faisais à l'école. J'ai commencé à m'impliquer aussi au niveau étudiant. Puis Qu'est-ce que tu fais présentement spécifiquement chez Bauer dans les faits? Ouais, ben chez Bauer, on est une équipe d'une dizaine de designers. Là-dessus, il y en a 2 designers graphiques qui travaillent plus sur du packaging, bâton, ce genre d'affaires-là, ou des petits booklets, mais on est 10 designers industriels qui sont tous issus de l'Université de Montréal. Puis moi, ma fonction présentement, c'est de travailler sur l'équipement de protection. Fait que là, au moment où on se parle, on est en décembre, fin décembre. 2017. Exact. Parce qu'il faut le rappeler, il faut le mettre en contexte. Oui, c'est ça. Parce que les épisodes sont jamais live. Non, c'est ça. Fait qu'au moment où on se parle, j'ai pas de produits qui sont ni dans la NHL, ni sur le marché. Mais ça devrait sortir sous peu. Fait que j'ai, dans le fond, tout ce qui est produit 2018. Ouais. Que ce soit Vapor, Nexus. En termes de protective, j'ai eu quelque chose à voir là-dessus. Donc, j'ai également travaillé sur les gants Nexus. Parce que dans le fond, la manière que c'est divisé chez Bauer, c'est les éléments de protection, c'est une catégorie. Les bâtons, c'en a un autre. Les patins, c'en a un autre, c'est ça? Ouais, ben c'est vraiment... on est une grosse industrie là dans le domaine du hockey, puis ça apparaît pas, mais moi, je travaille au centre d'innovation chez Blainville. On est à peu près, on est 115 employés là-dessus. Ça inclut aussi le monde qui travaille dans la shop de patins pro, parce que tous les patins pro sont produits là-bas. Contrairement aux patins pour le grand public? Ouais, exact. Dans ce fond, les patins pour le grand public sont standardisés, donc ils sont faits probablement en Asie, j'imagine? Exact. Ben, tu sais, t'as moins de moules, t'as moins de contrôle de... Ben, pas que t'as pas de contrôle de qualité à faire, il y a tout le temps du contrôle de qualité qui se fait. On a des gens qu'on envoie carrément de Blainville pour aller en Asie sur une base régulière pour faire vraiment le contrôle de qualité sur les productions. Mais comme c'est des productions à plus grosse série, que c'est moins de la personnalisation, on n'a pas besoin d'avoir, un turnaround time qui est aussi long. Quand tu prévois, quoi, t'as dit? Un turnaround time. Fait que quand tu reçois ta commande, le temps pour lequel le produit doit être livré, on appelle ça un turnaround. C'est assez court, généralement. Ben, tu sais, mettons un joueur de la NHL, il vient de scraper toutes ses paires de patins ou il en reste juste une dans le stack qu'il y a au Centre Bell ou, tu sais, ça peut être même au Staples Centers à LA. Ben, il faut que lui ait ses patins dans les 3 prochains jours. Et tout est fait à Blainville? Tous les patins pros sont faits à Blainville. C'est sûr qu'on reçoit les matériaux premiers, tu sais, les lames, toutes ces affaires-là, on les coule pas à Blainville, là, mais il n'y a pas d'usine Bauer aux États-Unis. Non, pas à ce que je sache. Et Bauer, c'est une marque de canadienne? C'est une marque canadienne qui vient de Kitchener, qui a été fondée en 1927. Fait que on célèbre notre 90e anniversaire cette année. Puis au fur et à mesure des années, ben il y a eu une époque où est-ce que ça a appartenu à Nike aussi. Nike Bauer qui a revendu après. Qui a revendu en 2008 à un groupe d'investisseurs américains qui ont décidé de l'amener à la bourse. Fait qu'on était coté à la bourse jusqu'à très récemment. Puis là, tu sais, il y a eu un peu de fuck, on va appeler ça un chat là. Il y a eu un peu de marde avec notre CEO. On l'a mis à la porte. Ça a fait crasher notre action. Exact. Fait que, dans le fond, on a été sous la loi de la protection de la faillite. Je sais que ça a été dépeint quand même pas mal dans les médias, mais pas nécessairement de la bonne façon. C'est quoi qui était dit dans les médias versus ta version? Ben, les gens pensaient que Bauer était en train de mourir, que le brand allait mourir, mais c'est pas ça. On a vraiment été sous la loi de la protection de la faillite pour, dans un processus d'achat, puis redevenir privé. Okay. Dans le fond, s'ils appellent ça le Chapter 11, s'il y en a qui nous écoutent puis qui sont familiers avec le principe des affaires, dans le fond, c'est que tu vas aller sous la loi de la protection pour te protéger de tes créanciers. Puis dans le fond, pendant le processus d'achat, les créanciers peuvent pas te poursuivre en cours pour aller chercher ce que tu leur dois. Ouais. Mais au bout du compte, on a eu des ententes avec tous nos créanciers. Il y a un autre groupe d'investisseurs, Sagard, qui est une des branches de Power Corp. Donc, qui possède la presse exact, c'est les Desmarais dans le fond. Là. Les familles les plus riches au Canada. Là. Exact. Puis Fairfax, qui est établi aux États-Unis, eux autres, ils ont fait un conglomérat puis ils ont acheté la compagnie pour 576 millions de dollars. Okay. Puis on est devenu privé.
Ce qui fait qu'avec cet argent-là, vous pouvez rembourser les gens ou c'est sûr qu'il y a une partie, tu sais, c'est tout réglé en cours aussi, puis on a des ententes avec chacun de nos créanciers normalement. Mais jamais Bauer a été menacé de fermer dans le fond dans tout ça. Ben pour moi, ça a absolument rien changé dans mon day-to-day. Là. J'ai aucune responsabilité. Comment c'était géré avec les employés, Bauer? Qu'est-ce qu'ils vous disaient pendant que, tu sais, quand tu te lèves le matin, tu te rends à job, puis dans le chemin, tu vois dans le journal que ta compagnie... c'est ça. Comment ils géraient ça avec vous? On a eu un CEO temporaire, si tu veux, qui venait régulièrement nous voir pour nous essayer de nous rassurer. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que la force du brand, c'est vraiment les employés qui... Tu sais, le classique... La psychologie... blabla de gros corporate, là, c'est sûr. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont aussi perdu leur emploi, mais ça n'a pas rapport avec le principe de la faillite. C'est vraiment en fonction du fait que la compagnie allait quand même relativement mal. D'ailleurs, le marché au complet au hockey allait pas nécessairement super bien, mais comme nous autres, on était une compagnie. Pour quelle raison ça allait mal, en fait? Ben, c'est que on fait affaire avec des retailers de grosses formes, puis c'est vraiment difficile pour moi de te le dire parce que je suis vraiment dans le bas de l'échelle. Je dirais que probablement si tu parlais à un comptable ou quoi que ce soit, ça aiderait, mais moi de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu des manœuvres qui ont fait en sorte que le marché était surloadé de produits, puis que les retailers étaient pas capables de les vendre. Fait qu'à ce moment-là, nous autres, ça faisait en sorte que ça baissait notre nombre de commandes. T'sais, on a eu une croissance qui est quand même assez fulgurante dans les dernières années. Pour ceux qui le savent pas, Bauer possède aussi Easton. Ouais, qui est aussi canadien. Ça, c'est une très bonne question, mais on a Easton Baseball puis on a Easton Hockey. Lequel est le plus... Easton Baseball, c'est loin. Énorme aux États-Unis surtout. Ouais. Eux autres sont établis en Californie. On a Mavericks, qui est une compagnie de cross. Qui est probablement une des compagnies de cross qui fait la plus grosse business en termes de gants, si je ne m'abuse. On a Cascade, qui produisait des casques aux États-Unis, qui sont très forts dans le custom aussi. C'est une compagnie qui avait été un peu initiée par Marc Messier. Marc et non pas le comédien. Exactement. Mais c'est le fameux casque là pour les commotions que je me souviens très bien, le M11. Exact. Qui est devenu éventuellement notre IMS 11, puis que dans le fond on a fini par acheter la compagnie pour pouvoir. Ce sont des modèles de casques là pour les gens qui écoutent là, mais. Ouais, exact. Mais ils en font plus vraiment. Non, c'est ça. Mais bon. Mais est-ce que parce qu'on dit souvent que le hockey, puis c'est en fait c'est que c'est un sport qui tu fais de l'équipement, justement que c'est un sport qui est économiquement difficile parce que c'est cher jouer au hockey, ça coûte cher. Est-ce que puis les statistiques vont dans la tangente qu'il y a de moins en moins de joueurs de hockey au Canada et que je pense 2 fois plus de joueurs de soccer que de hockey au Canada. Ouais, c'est sûr que l'équipement va avoir. Est-ce que ça se ressent sur vous, tu sais, quand vous dans le sens que oui, définitivement. Puis Bauer, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des mesures pour essayer de remédier à ça avec un programme qui s'appelle First Shift. Qui consiste dans le fond à prendre des jeunes puis à les initier au sport parce que veut pas, c'est un peu ça qu'on a besoin. On a besoin de plus de joueurs pour avoir techniquement plus de consommateurs. C'est sûr, c'est un peu cru de le dire de même, mais on a initié un programme qui s'appelle First Shift qui est à travers le Canada pour sûr. Je sais pas si ça se passe aussi aux États-Unis. Ça, c'est hors de mes connaissances. Ouais. Mais dans le fond, le principe, c'est que tu payes un abonnement annuel qui tourne à un certain montant, puis nous autres, on fournit l'équipement au complet de base. Que le kid va pouvoir grandir un peu avec, puis si dans le fond il continue à aimer le sport, il va pouvoir continuer à pratiquer puis éventuellement à acheter d'autres produits, bien entendu. C'est un peu ça l'objectif, mais c'est sûr que c'est un domaine qui est un petit peu plus difficile aussi. Tu sais, un soulier de soccer, je veux dire, c'est comme vraiment ton outil principal, puis une fois que c'est fini, ben habituellement, au bout de 1 ou 2 saisons, surtout quand t'es kid, va falloir que tu le remplaces parce que de toute façon, t'as grandi ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je te demanderais quel genre d'épaulettes tu portes en ce moment, puis c'est probablement les mêmes que t'avais en bantam ou en midget, tu sais. Ouais. Bon, fait que c'est là où est-ce que pour nous, c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, on a une clientèle qui est pas nécésairement encline à changer. C'est un sport qui est vraiment axé sur la nostalgie. Ben c'est tout le monde veut les joueurs de hockey. Je sais pas si c'est comme ça dans les autres sports, mais c'est parce que le hockey c'est celui qui a le plus d'équipement peut-être aussi là, mais ils sont très 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 conservateurs puis très habitués dans que ce soit une courbe de bâton, mais que ce soit un jackstrap. Je veux dire, Crosby a le même jackstrap depuis 97 là, je pense. Puis quand il était pee-wee. Ouais, c'est ça. Puis son gars d'équipement, il a pas le choix là, parce qu'il se déchire en lambeaux, il a pas le choix de le coudre.
Non, c'est ça, ils veulent pas le remplacer, il faut qu'ils le réparent. Il faut qu'ils gardent une partie du original jackstrap. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, que ce soit les gants, les protèges. Et c'est ça, à faire que les joueurs aussi ils veulent toujours ce qu'il y a de plus léger, là. Fait que souvent, c'est comme, les gars de l'équipement doivent les protéger d'eux-mêmes, là. Ouais. Mais il y en a, tu sais, ceux qui commencent avec une carrière avec des épaulettes, ils vont la finir avec, là. C'est pour ces raisons-là que Chris Chelios a fini avec, dans les années 2000 avec des épaulettes en feuilles de papier. Exact. Tu sais, que ça n'a aucun sens, là, qu'un gars de 27 ans s'en vient de frapper dans le coin, tu sais. Donc, d'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu penses, parce que vous êtes un peu, tu sais, dans le débat pas des commotions, mais oui, des commotions, mais des blessures en général, l'équipement est souvent pointé du doigt dans tout ça, à dire, ouais, mais là, c'est parce que c'est rendu des gladiateurs sur. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà pris un coude, là, une coudière, là. Ouais. Tape ça sur une vitre, la vitre, elle va casser, là. Ben oui, mais tu sais, c'est très solide, là. Exact. Ben, ça prend une coquille de plastique à l'intérieur pour te protéger, c'est évident. Puis, en effet, il y a eu un gros débat à savoir, tu sais, si ce que les gars portent comme pièces d'équipement, c'est pas des armes à proprement dit. Nous autres, on a une approche de ce qu'on appelle hitter-receiver. Fait que la personne qui frappe doit être autant protégée que la personne qui va se faire frapper. Fait que la plupart du temps, si tu t'en vas voir dans les magasins récemment, la plupart des coquilles vont être recouvertes avec un foam qui est plus soft pour justement empêcher, essayer d'avoir une partie de l'absorption qui va venir avant l'impact aussi. Que ce soit dans les coudes, que ce soit dans les épaulettes, c'est surtout là les plus gros problèmes, je te dirais, là. Mais c'est sûr que le hockey a changé. Ça, on se le cachera pas. C'est moins rendu un sport de contact, c'est rendu beaucoup plus un sport de vitesse. C'est sûr qu'il y a encore des vieux de la vieille qui pensent encore qu'il faut finir sur ces mises en échec puis d'arracher la tête des gars, mais je pense que c'est beaucoup plus axé sur l'agilité. Fait que il y a comme un shift, nous autres aussi, dans notre mentalité puis dans notre focus, à savoir, est-ce qu'on veut encore créer des énormes armures ou ben non, avoir quelque chose qui est plus low profile puis qui va être plus léger et plus mobile, comme tu l'as dit? Parce que certains diraient, si tu veux que le gars qui frappe soit autant protégé que celui qui reçoit, certains diraient comme, c'est comme les guns aux États-Unis. Si quelqu'un a un gun, faut que l'autre en ait un, fait que finalement, ça va en escaladant puis ça finit. Ouais, exact. Fait que c'est où la ligne, tu sais, ben, c'est sûr, c'est difficile à cerner, c'est pas, tu sais, c'est rempli de zones grises. Puis c'est sûr que tout dépendant aussi de la gamme de prix que tu s'en vas chercher, parce que les épaulettes, ça peut varier de 80 à 250 pièces à cette heure, là. Je veux dire, ça a vraiment pas d'allure. Comme tu disais, tu sais, le hockey, c'est un sport qui est cher, mais il y a tout le temps moyen de trouver son compte. Puis il faut qu'on, comme je te dis, tu sais, t'as pas changé ton épaulette depuis midget, fait que peut-être que ton épaulette midget qui a des énormes capes en plastique exposées est dangereuse, mais que tu t'en irais en magasin aujourd'hui, tu verrais que la 3/4 des épaulettes sont beaucoup plus petites, beaucoup plus mobiles. Donc ça a été en diminuant. Ben, c'est qu'on veut pas négliger la protection du joueur. Nous autres, il y a pas de standard officiel qui existe à part en Europe, où est-ce que tu as des certifications européennes, mais au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas de standard qui protège le joueur par rapport à l'équipement de protection. Okay. Les casques, oui, HSCC, puis CSA au Canada, qui ont des normes très strictes. Puis là, en plus, il y a Virginia Tech aussi qui est arrivé avec un système de cotation d'étoiles pour les casques de hockey. D'ailleurs, c'est public, là, c'est une étude qui est publiée. Okay. Mais outre ça, puis je te dirais peut-être les protège-coups là, qui doivent être anti-coupure certifiés BNQ, il n'y a aucune autre certification sur l'équipement de protection. Fait que, donc c'est un peu. C'est pour ça que tu peux jouer sans épaulettes si tu veux. Là. Dans les ligues de garage, ça arrive, les gars ils essaient de se rendre plus vite. Fait qu'ils. Ouais. Ben mon père n'a pas d'épaulettes juste parce que il est né dans les années 50, mais ça, c'est une autre raison. Mais donc, chez Bauer, dans le fond, toi, tu travailles à l'équipement de protection. Tu travailles sur tout ce qui est, dans le fond, comment on dit, pas patins et bâtons, là, dans le fond. Tout ce qui est... Ben, si mettons, là, comme je te dis, on vient de finir de travailler sur les projets qui vont sortir en 2018, fait qu'on est en plein 2019. Okay. D'ailleurs, la semaine prochaine, elle va être vraiment intense parce que on a les révisions de nos samples. Mais là, dans le fond, moi, mes projets pour 2019, ça inclut les épaulettes, les coudes, les jambières, les pantalons,
Puis j'ai également une coupe de produits, ce qu'on appelle youth, là, pour enfants. Ouais, les trucs pour les jeunes. Est-ce que c'est quoi qu'on, tu sais, les gens on joue au hockey depuis longtemps, mais c'est pas un domaine qu'on connaît particulièrement. Tu sais, Ouais. Qu'est-ce que le joueur de hockey moyen ignore complètement dans la fabrication de ces items-là? Ben c'est pas nécessairement une question d'ignorance, parce que je pense que le plus gros du travail par rapport à la connaissance du produit vient du vendeur. Moi, j'étais réputé pour être un vendeur qui était super technique, fait que je connaissais les produits de A à Z, mais tu sais, les technologies, c'est quelque chose que tout le monde va se battre, si tu veux, en termes de compagnie, à savoir, moi j'ai du D3O dans mes shoulder pads pour chez CCM. Bon, ben nous autres, on a du Poron. Mais tu sais, c'est deux mousses qui sont absorbantes puis qui ont des propriétés qui sont sensiblement les mêmes. C'est juste deux fournisseurs qui sont complètement différents. Ce qui est tough, je te dirais, dans le domaine du hockey, c'est que tu vas vouloir changer, mettons, ton épaulette ou quoi que ce soit. Voyons, je suis parti sur une ligne. On parlait oui, c'est ça. Tu sais, une épaulette, tu vas peut-être prêt à payer, je sais pas moi, 120 pièces pour une paire d'épaulettes. Ou, tu sais, même chose pour une paire de gants, je te dirais. Mm-hmm. Une paire de gants, la plupart du temps, nous autres, notre price point qu'on vendait le plus au magasin, c'était autour de $100. Parce que quelqu'un veut pas nécessairement payer très cher pour une pièce d'équipement qu'il va utiliser une fois par semaine. Mais quand tu regardes, mettons, entre une paire de gants à 100$ puis une paire de shoes à 100$, tu sais, des souliers, mettons, Nike à 100$, là, le nombre d'étapes de confection est tellement démesuré par rapport à un soulier. Un soulier, c'est une pièce de tissu qui est wrappée autour d'un last avec une couture en dessous, puis après ça, t'as une semelle qui est collée après. Puis tu t'attends à payer un gant à peu près le même prix qu'une paire de souliers, tu sais. Que tu vas mettre chaque jour. Mais tu sais, si tu considères le nombre de blocs que tu as sur un gant, je sais pas si t'as déjà... Peut-être que ça va te faire inspecter ton gant de hockey, là, mais moi, j'en ai défait beaucoup dans le cadre de ma profession, parce que c'est un peu ça que je dois faire, là, à savoir comment c'est fait pour pouvoir l'améliorer. Mais chaque bloc que tu vois sur ton gant constitue un minimum de 8 coutures. Ça, c'est sans compter le nombre d'insertions de blocs de foam que tu vas devoir faire, sans compter le nombre de types de foam différents que tu vas avoir. Avec ton liner qui va être laminé sur un comfort foam, avec une paume, après ça, qu'il va falloir faire en stitch and turn. Fait que c'est des étapes de confection qui sont vraiment, vraiment complexes, qui demandent un champ d'expertise vraiment incroyable, pratiquement autant que de fitter une chaussure sur qui explique le coût, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, le monde comprennent pas pourquoi on peut payer jusqu'à $250 ou jusqu'à, tu sais, les patins, ça monte jusqu'à $1,000 là, aujourd'hui, là. Mais tu sais, il y a énormément d'heures de technologie. C'est ça, je te dirais que dans la plupart des... Parce que là, on parle des équipes de l'équipement, mais tu sais, à part les bâtons puis les patins là, qui sont comme des champs vraiment poussés là, d'expertise, mais dans ton domaine à toi, dans les pièces de protection, c'est quelle la pièce la plus complexe à confectionner? C'est le gant. C'est le gant. Ah, by far. C'est parce que ce qui importe le plus par rapport à un gant, c'est le fit. Un joueur qui sera pas confortable dans un gant, il a bien beau être léger puis te peser rien, s'il est pas confortable dedans. Par fit, tu veux dire confort, là, vraiment. Ouais, exact. Ben, je veux dire, puis dans notre cadre, nous autres, on a 3 fits différents, là. On a 3 gammes de gants, dans le fond, les Supreme, les Vapor puis les Nexus. Les Vapor qui ont comme eu une explosion de popularité à peu près vers le milieu des années 2000, parce que là, justement, c'était un fit. Donc, un ajustement qui était comme pas classique. Avant, les gants, si tu regardes sur toutes les photos dans le temps, c'est tout le temps des 4-roll, des 5-roll, des 6-roll avec l'énorme coffre qui montait jusqu'en haut. Exactement comme le poster de Joe Sakic en arrière de toi. Exactement comme le gant. Puis là, c'est sûr que tu sais, t'as des nomenclatures aussi qui sont vraiment différentes. Fait que ça, c'est un Ferland qui était, lui, confectionné dans le coin de Belleuil. Mais j'adore le cours d'histoire de l'équipement. Oui, exact. Mais dans ce temps-là, en plus, c'était des one-piece finger. À cette heure, t'as des two-piece finger ou des three-piece finger. Là, faut que t'expliques. Bon. Si tu regardes sur ton poster... Je sais que t'aimes ça, par contre. Ouais, exact. Ben, chaque doigt sur le gant à Joe Sakic derrière toi, c'est un morceau de foam qui est inséré dans 3 patrons de tissu. Puis par patron, c'est des morceaux de cuir dans ce temps-là. Si tu t'en vas en magasin aujourd'hui, la plupart des doigts sont splittés en plusieurs blocs pour améliorer la flexibilité du gant. Ah oui, je comprends. D'ailleurs...
c'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'à l'époque, les gants étaient beaucoup plus... il fallait que tu casses les gants. Exact. Parce qu'ils étaient en un morceau. Fait que pour le temps que ça devienne flexible et confortable... Ça prenait une éternité. Plusieurs heures, d'ailleurs. Cela dit, j'avais lu que les gants là, de l'époque de... plus vieux que Joe Sakic, là, mais de l'époque de Maurice Richard, où c'était vraiment des sacoches de cuir, là, leurs gants, à l'époque, là. Ouais, pratiquement, là. Mais ça prenait du temps à casser, mais qu'une fois cassé, leur durabilité était quand même assez importante parce que c'était du cuir. Puis, oui, c'est ça, c'est du cuir. Mais ouais, bon, bref, on était... Mais tu sais, l'époque a changé aussi, là. Dans ce temps-là aussi, ton frigo, tu le gardais toute ta vie, puis s'il cassait, tu le faisais réparer, tu le remplaçais pas, là. Fait que ça nous amène à la notion d'obsolescence. Oui, l'obsolescence, très exactement. Très designée. Très impressionné pour... Non, programmée, excuse-moi. Obsolescence programmée. Ouais, ou planifiée. Ouais, c'est ça. Donc, bref, en une phrase simple, que chaque produit est destiné à expirer à un moment ou un autre de manière volontaire pour que l'économie roule. Ouais, il y a ça, mais tu sais, en même temps, je veux dire, ça crée des jobs. Oui, c'est ça. Je prêchais pour ma paroisse, veux pas, on a des cycles de produits qui durent à peu près 2 ans parce que les gens veulent voir des nouveaux produits tout le temps. Mais ça aussi, ça a changé. Je veux dire, pour la raison que ma grand-mère a le même frigidaire que celui qu'elle avait quand elle s'est mariée, il y a 60 ans. Maintenant, dans un contexte d'équipement de hockey, ceux qui aiment l'équipement, ça, aiment voir. Tout le monde veut le nouveau bâton ou veut savoir qu'est-ce qui se fait de mieux, comment ça a évolué, donc ça a changé dans ce sens. Fait que veux pas, dans le fond, c'est je te dirais que c'est notre cycle de produits ou de production qui est un peu planifié, dans le sens où est-ce que chacun de nos produits a une durée de vie en marché d'à peu près 2 ans. Okay. Ça s'avère que, bon, comme tu le disais tantôt, c'est un domaine qui est axé sur la nostalgie, qui est axé sur la conservation. C'est des joueurs de hockey, il n'y a pas plus conservateurs que ça. Ils veulent rien changer. Fait que c'est comme un double défi à savoir, tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire que tu viens de dire. Tout le monde veut avoir le dernier bâton. Je restais avec le mien parce que j'aime bien la courbe puis le flex. T'sais. Exact. Tu veux le nouveau, mais tu veux pas trop changer. Ouais, c'est ça. Tu veux le nouveau, mais la référence est tout le temps le SS16 ou C'est quoi le processus typique qui mène les étapes du processus qui mène à la mise en marché d'un produit? Ouais, tu vois, jusqu'à la mise en marché, moi je me rends pas jusque là. Toi, je suis vraiment dans nous autres c'est le R&D, fait que recherche, design et développement. Là. Mm-hmm. Fait que dans le fond, si mettons on prend n'importe quel produit, ne serait-ce qu'un gant de hockey. Dans mon cas, ce qui va souvent arriver, c'est que je vais faire du redesign plus que du design en tant que tel. Dans le sens où je vais prendre un produit, un benchmark, comme le gant de l'année passée ou le gant peut-être de la compétition, puis dire, OK, on veut améliorer telle affaire, on veut éviter telle feature ou on doit rajouter telle technologie, exemple. Fait qu'à partir de là, moi, j'ai essayé de proposer des concepts de gants ou des trucs comme ça, soit au niveau de la construction, soit au niveau des matériaux, soit au niveau des looks, parce qu'il y a quand même un aspect esthétique. À quel point tu peux innover? Dans le cas du Protective, comme je te disais tantôt, il y a tellement pas de certification que j'ai pratiquement carte blanche. Mais je parle par rapport, mettons, aux attentes de tes supérieurs. Le plus j'innove, le mieux c'est. De dire, hey, j'ai pensé à une nouvelle coupe, ils sont comme, ouais, mais ça se fait pas vraiment. Tu sais, dans le sens que, comme tu as dit, ça change tellement peu et lentement que si t'arrives avec une idée trop funky, c'est comme, bon, regarde-le avec son art plastique. Tu sais, comment oui, oui. Ben, d'ailleurs, je me fais dire souvent que j'ai un bac en art plastique, là, mais en bricolage, un bac en bricolage. C'est plus insultant. Bon, parfait. Ouais, c'est encore plus insultant. Mais, je veux dire, comme tu l'as dit, le joueur de hockey voudra pas changer son équipement tant qu'il se fera pas offrir quelque chose de mieux. Mm-hmm. Fait que si moi j'arrive avec une innovation qui va vraiment améliorer les performances, là, le joueur va faire le switch. Puis à ce moment-là, ça va devenir la nouvelle base. Puis un des bons exemples, c'est le projet Odin. Je sais pas si t'es familier avec ça, là. Je connais OD, la télé-réalité, mais Odin... ouais, non, la télé-réalité, c'est pas exactement la même affaire. Comment ça s'écrit? OD1 à l'envers. Non, il est à l'endroit avec un N. Ça veut dire 1 en russe. OK. Puis c'est également Odin, c'est le fils de Thor ou l'inverse, le père de Thor, Odin. Ouais. On est dans la exact. Mythologie. Ouais, il y a un aspect mythologique aussi là-dedans, mais dans le fond, c'est un projet qui est arrivé en 2013, puis c'était vraiment ça le mandat, c'est le CEO qui est arrivé puis qui nous a dit mais c'était pas CEO, c'est Craig Desjardins qui est comme le chef de la production puis du R&D. Il a dit money is no object. C'est quoi le plus hot en termes d'innovation qu'on peut faire?
Fait que ce soit dans n'importe quel domaine. Fait que là, nous autres, on a pitché. En termes de design, on a vraiment essayé d'évoluer au plus haut point. Puis il y a 3 projets qui sont ressortis. Il y en a 2 qui ont été plus populaires que les autres. Mais la pad de Goaler, que Lundqvist aujourd'hui porte, que Vasilevski porte, que Anderson porte, que Dubnyk porte, ils appellent ça la 1S Odin ou la 2S Odin. Ben, dans le fond, c'est basé sur les innovations qui ont été faites à partir de ce projet-là. OK. Fait que, je te dirais que, comme, pour revenir à la question d'origine, où est-ce que tu me demandais c'était quoi la limite de mon innovation? Moi, j'ai pas de limite. Ce qui va créer une limite, dans le fond, ça va être le prix qu'on va vouloir le vendre sur le marché. Puis ça, c'est le retailer qui va nous limiter. Ça, c'est plus dans ton domaine. C'est ça. Par rapport à, au goaler, t'en as parlé, ça, c'est vraiment, est-ce que toi, tu t'occupes aussi des gardiens de but? Parce que là, les gardiens de but, moi, je suis un joueur, tu sais, c'est juste un autre univers complètement. C'est vraiment un autre univers. Moi, j'ai commencé à goaler il y a pas longtemps, là. On a créé une ligue matinale, puis c'était pour les débutants, pour ceux qui avaient jamais joué, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille chez Bauer, tu sais, spoiler alert, là. Mais, il y a beaucoup de monde qui travaille chez Bauer qui ont jamais joué au hockey, puis ça apporte tout le temps des idées fraîches, là. On peut y revenir un peu plus tard si tu veux, mais mais oui, mais toi-même, t'es un late, t'as commencé à jouer au hockey tard dans ta vie. Ouais. Ben moi, en fait, ce qui a commencé mon intérêt, c'est un pool de hockey. Ah, c'est ça. Que j'ai fait avec 4-5 amis au secondaire 4, puis c'était genre l'arrivée de Kovalev à Montréal. Là. Il y avait soudainement un hype. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce gars-là, puis au début, je le trouvais sloppy. Puis jusqu'à temps qu'il mette son coude d'en face à Tucker. Là. C'est une il était moins sloppy. Ouais, il était moins sloppy soudainement. Il y avait un peu plus à cœur, mais j'ai commencé à suivre vraiment le hockey de la NHL à partir de 15-16 ans avec ce pool de hockey-là, alors que j'avais pris Ribeiro. Parce que quand t'arrives comme joueur, là, t'as une autre perspective sur le produit. Là, ouais, exact. Ben, là, sur ce que tu recherches, puis sur... Ben, moi, j'ai commencé à jouer à 17 ans. Puis j'ai commencé à m'intéresser au gear parce que je l'ai magasiné, parce qu'il fallait que je recommence à jouer. J'avais joué quand j'étais plus kid, plus jeune, vraiment plus jeune. J'avais joué à Tom à TMR. Puis à un moment donné, j'ai arrêté pour une raison quelconque. J'avais essayé de refaire l'équipe à Brébeuf, puis finalement j'avais été, je pense, dans les derniers coupés. C'était Baudet dans le temps là, qui me dit viens aux pratiques d'un coup qu'il y a un blessé. ça m'est carrément sorti de la tête. Puis en même temps, Brébeuf, on va se le dire, là, c'était quand même plus difficile comme univers que, mettons... c'était au niveau scolaire. Ouais, exact. Ouais. C'était très exigeant en termes de temps, puis ma mère s'assurait que c'était pas le hockey. C'était important, le hockey. Là. Fait que... À partir de là, j'ai juste recommencé à jouer parce que je commençais à m'intéresser au hockey de la Ligue nationale à cause de ce pool-là. Fait que j'ai magasiné mon équipement de hockey. J'ai été au Rousseau, coin Papineau et... Oui, qui est fermé depuis. Le Feu Rousseau. Ouais, qui était pas l'endroit le plus de choix. Non, mais c'était le plus gros magasin qui était accessible en transport en commun. Tu dis ça parce que, en fait, à ce moment-là, l'Hockey Expert de Rockland n'existait pas, je pense. Non, pas du tout. Ça. Non, moi, j'étais là pour la naissance du Rockland. Ah, c'est ça, parce que j'allais dire, c'était pas plus proche de chez vous, mais non, ça existait pas encore. Donc, c'est soit que les gros entrepôts à Laval ou à Saint-Hubert, là. Exact. Rive-Nord, Rive-Sud, mais sinon, à Montréal, c'était juste ceux-là. Mais maintenant, Rousseau et Sport Expert sont dans la même compagnie. Ouais, exact. Et Intersport, d'ailleurs, moi, je m'étais fait donner des cartes cadeaux Intersport, tu sais, qui est extrêmement rare. C'est comme avoir une carte de gaz du Sonic, là, c'est sûr que je fasse avec ça, mais puis j'étais allé j'ai regardé en arrière des cartes cadeaux, tu vas voir tout le temps à qui ça appartient. Ouais, exact. Puis là, Hockey Expert, Sport Expert, Rousseau, Atmosphère, tout ça, c'est dans la même famille. Ça fait partie du groupe Forzani. Exact. Donc, votre carte cadeau est valide dans tous ces endroits. Ouais, donc, c'est une histoire de marketing. Ouais. Mais effectivement, j'imagine que, comme tu dis, là, si tu checkes en arrière, t'as pas mal plus de... Mais effectivement, Forzani est quand même assez gros dans le domaine sportif. Je pense qu'il y a juste la source qui est pas dans ce batch-là. Parce que Rousseau, à la base, c'était pas... Avec non, exactement. À la base, c'était nos compétiteurs là, direct. Ouais. Mais c'est qui a acheté qui? C'est Rousseau qui s'est fait acheter, dans le fond? Ouais, exact. Exact. Puis, Forzani qui avait Sport Expert. Puis Rousseau, c'était québécois. Ou est-ce que les deux, Sport Expert aussi, c'est québécois. Sport Expert aussi, c'est québécois? Ouais, ça a commencé au coin de Fleury et Christophe Colomb ou quelque chose de même. Mais Rousseau, c'était la famille Rousseau, pour vrai? Parce qu'en anglais, c'est genre Pro Hockey Life. Ouais, exact. Le nom, ou quelque chose hockey. C'est exactement ça, Pro Hockey Life. Fait que là, il n'y a pas le même nom en anglais. Non, exact. Mais il y en a-tu partout au Canada, ça, ou c'est juste resté au Québec? Il y en a partout au Canada. Il y a aussi les Sport Check qui appartiennent aussi à Forzani. OK. Fait que tout ça, c'est la même affaire. Ouais. Comme, tu sais, la marque DR. Ouais, Daigneault Roland. Ben, c'est ça, finalement, c'était Daigneault Roland. C'était des marques québécoises tout le temps-là. Je vais te demander par rapport au patin, parce qu'on parlait de design. Ouais. Puis il y a une affaire, moi, qui me fascine, parce que j'étais un joueur hockey, puis j'aime ça, puis là, mes patins doivent approcher 10 ans, puis j'aime ça regarder ce qui se fait. Puis il y a une affaire qui me fascine au niveau des patins. Je sais pas si
j'ai trop un œil peut-être esthétique sur les affaires où j'aime ça des beaux patins ou des trucs parce que je pense que les joueurs de hockey s'en foutent un peu là, du style ou tu sais tu serais surpris là, non, mais il y en a continue, beaucoup. j'attends la fin de ta question. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup que oui là, parce que je suis dans des groupes Facebook desquels tu fais partie où le monde se pose des photos juste de gants genre ouais. Puis ça c'est une espèce d'équipement de la pointe d'équipement on dirait mais ouais. Par rapport aux patins, ce que je veux dire, c'est que je suis assez fasciné parce que je regarde les patins, je regarde qu'est-ce qui m'intéresserait. Puis je suis fasciné par quel point les patins sont toujours extrêmement laids. C'est quelque chose qui me fascine. Les patins de hockey, il y a tout le temps ils sont extrêmement douchebag comme produit. Souvent, il y a de l'argent, c'est une affaire de comme, pourquoi vous avez fait pas, tu sais, je regarde les patins des années 90 qui étaient, on se dire, vintage, là, puis oui, il y a peut-être un aspect nostalgique puis que, bon, j'étais dans l'enfance, mais je sens que les patins d'une autre époque étaient beaucoup plus, je sais pas, tu sais, il y a qu'il y avait moins de, je sais qu'il y a un aspect comme, je les trouve très 2000, les patins qui sont genre, s'il y avait une toune pour les décrire, ce serait genre, I Believe de Cher. Il y a comme quelque chose de too much plastique, genre de, tu sais, genre, tu sais de quoi je parle, tu sais, espèce de truc argent nervuré, c'est comme pourquoi je m'ennuie de la bonne vieille strap blanche des tacs là, tu sais, avec un patin juste noir, tu comprends ce que je veux dire? Ben puis, oui, mais c'est là que je trouve que Graph ils font des ils ont une trade avec le petit triangle fluo, ils font des patins noirs classiques, mais Bauer vous êtes pas si pire honnêtement là, parce qu'il y a des Bauer classiques noirs là, les nouveaux, je trouve qu'ils sont comme mais CCM c'est catastrophique. Je veux dire, y a-tu quelqu'un dans un département quelque part qui voit que ça a aucun sens, comment les patins sont laids? C'est pas ça que je veux dire? C'est vraiment mon opinion, là, c'est vraiment mes goûts personnels, mais je suis comme, pourquoi? Non, mais c'est le fun d'entendre, puis on revient à savoir, tu sais, qui on essaie de répondre vraiment en termes de demande, là, parce que, bon, nous autres, on est drivé un peu par le matériel qu'on utilise, qui est le Curve, qui est un type de composite, si tu veux, là, qu'on wrap autour d'un last de façon 3D qui rend le patin extrêmement rigide. Ouais. Je pense que, tu sais, nonobstant le fait que l'esthétique a changé beaucoup, comme tu le dis, dans les dernières années, c'est sûr que c'est dur de voir on a du monde comme toi qui sont ultra conservateurs ou, tu sais, qui trippent vraiment sur des patins noirs et blancs. Ben, probablement que si j'arrive avec un holder noir, toi, tu vas être de ceux qui vont... Ben, en fait, c'est même pas tant conservateur, c'est plus propose-moi quelque chose de... on dirait de beau, là, tu sais, pas de... genre, les holders noirs ou blancs, ça ne dérange pas vraiment, c'est plus... Puis là, maintenant, il y a des lames noires, là, c'est la nouvelle affaire maintenant. Les lames sont noires. Ouais. Mais ça, c'est correct, je le dis comme un gars de 70 ans. Mais c'est plus la botte. Moi, je parle de la botte, en fait, depuis le début. Pourquoi la botte est douche à ce point-là, ça me fascine. Puis en même temps, je suis comme, ben, tu sais, c'est fait pour des joueurs de hockey, pas pour des ben, je sais pas qui aurait des goûts plus que ça, mais, tu sais, je pense pas que les gens se posent tant de questions, mais, je sais pas, il y a quelque chose avec ça qui me fascine que je suis comme, c'est qui votre responsable? Faut absolument lui parler, là, c'est catastrophique. Mais toi, c'est pas ton domaine. Toi, le côté esthétique, c'est ton domaine ou c'est juste l'aspect? Non, en fait, ben, dans le cas du patin, puis là, je parle peut-être au travers de mon chapeau parce que j'ai pas encore travaillé sur des patins, mais effectivement, on fait beaucoup plus d'esthétique sur le patin que de changements révolutionnaires de construction parce que veut pas, bon, ce que j'ai pas expliqué tantôt, là, c'est qu'on est vraiment 3 groupes différents à travailler sur un projet ou une catégorie de produits, si tu veux. Ouais. Fait qu'on a les développeurs qui sont généralement plus des ingénieurs qui vont s'assurer que de un, ce que nous autres comme designers on veut faire, ça fonctionne. Ouais. De 2, c'est rentable. Fait qu'au niveau des matériaux, est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose qui est pas trop cher pour que ça fitte dans le prix? Puis de 3, je suis rendu à 3. Ouais. Qu'on soit capable aussi au niveau de la manufacture de le faire sans trop de problèmes. Fait que les autres, puis ils vont aussi valider après ça avec des tests de durabilité ou quoi que ce soit. Ils vont faire le suivi par rapport à notre équipe de field test. Mais les autres, dans la conception à proprement dit, il n'y a pas grand-chose qui va se faire. C'est vraiment le travail du designer qui va vouloir peut-être changer la shape d'un truc. Mais tu sais, je reviens, mettons, puis après ça aussi, excuse-moi, t'as ce qu'on appelle le PLM ou le brand manager, fait que c'est le product line manager. Lui, sa job, c'est de prendre le produit que le designer, le développeur vont proposer, peut-être l'enligner un petit peu plus en fonction de ce que lui il voit, parce que lui, il a le big picture de toutes les catégories de produits, de toutes les lignes de produits, parce que on a 3 lignes de patins aussi qui vont se décliner en différents price points. Fait qu'overall, tu sais, Bauer n'a pas juste 1 ou 2 patins sur le marché, il y en a comme 28. Là. Ouais.
Puis il faut voir aussi comment on les positionne sur le marché, de un, par rapport à la compétition, puis de deux, par rapport au message qu'on veut communiquer. Et que lui, c'est plus le storytelling. Le message... Ben, tu sais, comme tu dis, exemple, peut-être que CCM, eux autres, leur message, c'est d'être super jeune, super funky, puis essayer d'attirer les nouvelles crowds comme les McDavid, comme les... j'essaie de trouver les derniers qui ont signé, parce qu'ils en ont quand même beaucoup. Ils ont Crosby et compagnie. Mais Crosby, c'est pas vraiment une référence, parce que lui, il joue encore avec les mêmes gants depuis les 6 dernières années. C'est juste qu'il y a marqué CCM dessus. Exact. Puis, mais tu sais, les gars comme McDavid qui vont utiliser les FT1 ou McKinnon qui est un bon exemple aussi, qui va utiliser les tax ou tu sais les JT, par JT je veux dire John Tavares là. Pour les intimes. Pour les intimes. JT91. Mais ouais, fait que tu sais, peut-être que eux autres, leur feedback de ces jeunes-là, qui est peut-être plus axé sur leur public cible, si tu veux, c'est d'avoir un patin qui est plus funky, qui est plus flashy. C'est quoi les valeurs de Bauer? C'est quoi le message de Bauer? Ben, nous autres, on est axé strictement sur la performance, je dirais, là. Fait que d'abord et avant tout, notre produit va être drivé par l'innovation puis la performance. Puis oui, c'est sûr qu'on veut avoir un design qui est appealing, mais on est pas le plus slick. Puis tout dépendant aussi de nos familles de produits, tu sais. On est constamment en train de faire évoluer un peu le message qu'on essaie de communiquer, parce que si on, comme tu disais tantôt, on n'innove pas par rapport à ce message-là, ben on va se faire dépasser. Fait on considère qu'on est les leaders sur le marché à plusieurs niveaux. Il y a des affaires où est-ce que j'ai ressorti une quote d'un des représentants avec qui on travaillait au Hockey Expert. Toutes les compagnies font des bons produits. Nous autres, on en fait juste des meilleurs. Et Bauer. Mais il travaille pas pour Bauer, ce représentant-là, mais j'ai volé sa quote. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, on peut pas non plus s'asseoir sur nos lauriers puis dire, on va refaire un vieux tax parce que les gens comme toi qui sont nostalgiques vont triper dessus. Ouais, mais on a quand même du monde qui vont aller vouloir chercher la performance. Ben, avant, c'est d'aller la chercher dans le design, mais pas dans le, tu comprends ce que je veux dire? C'est possible de garder le produit. Moi, en tout cas, dans ma philosophie, c'est que le design est drivé un peu par la forme puis par la performance du produit. Je vais pas vouloir communiquer ou essayer de changer du tout au tout l'aspect esthétique d'un produit, alors qu'à la base, il est fait pour faire telle chose. C'est qui les têtes d'affiche de Bauer? C'est qui les... nos gros joueurs, c'est Patrick Kane, Austin Matthews, Patrick Laine, Nylander de ce temps-ci. Là, hier, on s'est surpris à voir McDavid utiliser un One X Lite. Ben oui, j'ai vu ça passer c'est puis dans les sites de hockey, puis je me disais il va pas avoir des problèmes. Dans le sens qu'il n'y a pas le droit d'utiliser dans le sens s'il est payé par il y a un contrat, je veux dire, il y a un contrat. Mais en même temps, lui, sa job, c'est de scorer des buts pour les Oilers Edmonton, fait qu'il va prendre le meilleur outil qui va exister sur le marché, tu sais. Au même titre que nous autres, quand Ovechkin a décidé de switcher pour CCM au début de l'année, je veux dire, good enough, mais il est encore payé par Bauer? Non, il a brisé son contrat, j'imagine qu'il est plus payé par, là. C'est ça. Mais en même temps, nous autres, on l'a sorti de nos... Ça fait un bout qu'on l'a sorti de nos curves. T'sais, on essaie de... On essaie de faire aussi un virage jeunesse, puis justement aller chercher des gars comme Matthews, comme Patrick, comme Laine, c'est un bon exemple aussi. C'est ça, c'est les gars qui ont 10 ans devant eux, non pas 10 ans derrière eux. Là. Exact. Donc, c'est ça pour un truc. On en a parlé tantôt, mais je voulais, avant que j'oublie, parce qu'on va passer à Sherwood après, puis parler justement plus des bâtons, qui est un dossier en soi. Mais il y a beaucoup de nouvelles affaires là, qui arrivent des fois dans les nouvelles technologies. Des fois, c'est des gimmicks, on en voit passer, puis c'est finalement non. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent. Je sais pas mais toi, t'es peut-être un nerd. Fait que, tu sais, mais à un moment donné, il y avait les two-piece, que la palette, il y avait une curve dedans, dans le, je parle pas de la curve du bâton. Offset, là. Ouais, je parle dans le core, ça, c'est pas resté. Pas la même affaire que les T-blades, donc les rivets, c'était comme des ronds. Mais ça, il y a encore une, en tout cas, Dennis Adenberg, je sais pas s'il joue encore. Lui, c'est un des derniers à s'en servir parce que c'est allemand comme technologie à la base. Mais c'est juste pour Represent qui fait ça, mais parce qu'il est allemand. Mais ça, c'était aussi des patins qui étaient comme supposés jamais aiguisés, puis c'était comme, en tout cas, bref. Fait qu'il y a plein d'affaires qui passent, mais des vraies affaires qui restent, c'est toujours intéressant de savoir si ça vaut la peine. Puis il y a une affaire qui a fait les manchettes récemment dans le contexte des commotions, c'est qu'il y aurait un nouveau collier. Ouais.
qui s'intitule C'est le NeuroShield. NeuroShield, qui est bon que vous manufacturez, là, qui est qu'on manufacture, qu'on distribue aussi au Canada seulement pour l'instant, parce que à l'inverse de ce que je te disais tantôt par rapport à l'équipement de protection, il n'y a pas vraiment de certification qui régisse quoi que ce soit. Mais dans le cas du NeuroShield, c'est considéré comme un produit médical. C'est ça. Puis juste pour dire c'est quoi avant que tu continues, puisque je veux que tu continues, c'est un collier qui se met Fais comme... attention à ce que tu vas dire, parce que c'est vraiment... Par rapport à la commotion, il faut faire attention. C'est ça, parce que eux, c'est ça leur branding, mais c'est ce que eux prétendent, bref. Puis après, tu diras, tu feras le mélange là-dedans, mais le ménage, mais c'est que, en fond, c'est un collier. Tapez-le sur Google, là, c'est assez... faut le voir pour le comprendre. Qui, selon ce qu'ils disent, fait une pression juste assez légère pour que plus de sang reste au cerveau. Exact. Et donc, empêche le cerveau... en fait, limite... un peu parce que quand il y a une commotion, c'est que le cerveau bouge dans la boîte crânienne, limite les mouvements du cerveau dans la boîte crânienne, mais qu'on parle ici, là, parce que ça sonne bizarre de dire que ça garde du sang au cerveau, mais on parle de millilitres, là, sans faire comme hyper, c'est vraiment léger comme sang qui reste au cerveau, c'est vraiment petit, mais que ça ferait une certaine différence pour réduire les commotions cérébrales. Exact. C'est pour ceux qui veulent se mettre en contexte aussi, là, j'ai commencé ce matin même le film Concussion avec Will Smith qui vient de sortir sur Netflix. Ouais. Puis il y a une super bonne analogie parce qu'il prend une pomme qu'il met dans un pot maçon puis qui remplit peut-être à moitié d'eau. Puis c'est une super bonne analogie pour expliquer dans le fond la situation de ton cerveau dans un fluide. Dans ta boîte crânienne. Ouais. Et dans le fond, ce qui se passe quand il y a un impact, c'est que le cerveau est pas fixé à la boîte crânienne à aucun endroit. Il flotte dans un fluide. Ouais. Fait que quand il y a un mouvement puis il y a un impact, habituellement, tout dépendant de la force de l'impact, là, mais un cerveau va avoir une commotion à partir de 60 G. Donc, un G pour les noobs. C'est la valeur d'une attraction, c'est la force gravitationnelle. Donc c'est 9.81 Newton. C'est une unité de mesure de force. Exact. Fait qu'à ce moment-là, si on parle de 60 G, c'est 60 fois la force gravitationnelle. Puis là, c'est sûr que c'est dur de s'imaginer ça. Là. Nous autres, on ferait des crêpes tout de suite si on avait 60 fois notre poids sur le corps. Là. Mais c'est un peu ça le principe. Puis en force dynamique versus en force statique, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, je rentre vraiment dans un jargon scientifique. Mais bref, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend le pot maçon puis il shake. Fait que là, la pomme, elle vient frapper le fond du pot maçon. Puis ça imite un peu ce qui se passe avec ton cerveau. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que t'as comme des bruises ou des micro-segments qui se passent dans ton cerveau qui vont finir par se coaguler puis qui vont jammer, dans le fond, ton cerveau à certains endroits pour créer des effets négatifs qu'on connaît plus ou moins encore, mais bref. Ouais. Puis dans le fond, le NeuroShield, le but, c'est de pas faire évacuer la quantité de fluide. Puis là, je m'avance là, parce que c'est comme je te dis, c'est pas du tout mon domaine, puis c'est vraiment médical. Mais le but, c'est de pas faire évacuer autant de fluide à l'extérieur de la tête au moment de l'impact. Donc, ça fait en sorte que le cerveau est un peu plus stabilisé. Puis ça limite, dans le fond, les risques qui sont liés aux effets négatifs de la commotion cérébrale. Fait que c'est inspiré à la base d'un système de protection naturel du woodpecker, donc du pic-bois. Parce que lui, on s'entend, là, exact, plusieurs fois sur un morceau de bois, puis c'est pas nécessairement... Je veux dire, si tu commences à te donner 46 shots de bout de bois sur la tête, à un moment donné, tu vas commencer à avoir mal à la tête, mais eux autres, c'est un peu le même principe. Ils frappent avec leur bec, veut pas, le bec, c'est l'extension du crâne. Fait que c'est sensiblement le même principe. Ils frappent leur tête sur un 2x4. Là. Ouais. Fait qu'ils ont un système qui fait en sorte que, dans le fond, il y a je sais pas si c'est une veine ou un tendon, là, encore une fois, c'est hors de mon champ d'expertise, mais il y a quelque chose qui vient serrer les vaisseaux sanguins qui s'en vont jusqu'au cerveau, puis qui empêche, dans le fond, ou qui stabilise le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Puis dans le fond, le docteur qui a travaillé sur le NeuroShield à la base, puis qui a fait cette découverte-là, il a carrément fait ce qu'on appelle la biomimicry ou la bionique en français pour s'inspirer de ce mécanisme de défense-là des pics-bois puis l'adapter au sport en général. Parce que c'est pas juste un produit qui va servir au hockey. On espère que
ça peut se rendre au football, même au soccer, parce que je veux pas les impacts avec les têtes à tête ou les têtes avec le ballon, c'est quand même des impacts qui sont pas négligeables. Je pense que les chiffres donnaient beaucoup plus de commotion au soccer qu'au hockey. Oui, j'ai pas de misère à le croire. Si je ne m'abuse, je veux pas me dire n'importe quoi, mais si on vérifie, c'est parce que c'est ça, les coups de tête et faire une tête au soccer, c'est exact. C'est direct. Là, je veux De dire. un, t'as le ballon, puis de deux, t'as la tête de l'adversaire. Fait que si les deux têtes, ça frappe, t'as 2 fois l'impact, t'as 2 commotions cérébrales. Tandis que là, souvent, c'est la tête qui va frapper sur la glace, ou c'est souvent ce qu'on appelle le whiplash après, là, qui va faire en sorte que l'arrière de la tête va frapper la glace qui va influencer. Fait que le but du collier, encore une fois, c'est vraiment plus de stabiliser le cerveau à l'intérieur du crâne versus protéger l'extérieur de la tête. Qu'est-ce que tu penses qui est l'avenir pour ce produit-là? Puis, il y a un gros débat. Puis, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, est-ce que t'es mieux d'utiliser un NeuroShield qui va protéger ton cerveau à l'intérieur puis utiliser un casque qui est moins performant ou faire l'inverse? Tu sais, je veux dire, si tu fais les deux? Oui, mais je veux dire, là, tu viens de mettre quelque chose comme 1000$ sur ta tête, là. Je veux dire, en même temps, le cerveau, ça n'a pas de prix, là, mais... Certains diraient, c'est pas ça le problème. Mais exact. Juste en termes de résultats, est-ce que tu penses? Puis, je veux dire, il y a des tests qui ont été faits aussi sur des rats de laboratoire, veux pas. Puis c'est des trucs qui sont, c'est une anecdote, puis encore là, elle n'est pas vérifiée, là, mais semble-t-il qu'à un moment donné, le lab qui était supposé de faire la recherche sur les résultats des rats qui avaient normalement porté un NeuroShield à plus petite échelle, disait, je pense que vous nous avez pas envoyé la bonne batch. Pourquoi? On n'a aucun signe de commotion cérébrale sur les rats que vous nous avez envoyés. Pourtant, la batch, elle marche, là. Fait qu'il y avait eu des effets positifs. De là à savoir si à grande échelle ça fonctionne aussi bien, c'est une autre histoire. Puis je veux dire, on le fait field tester. Là. L'image de mettre des petits colliers à des rats me fait absolument cramper. C'est sûr, là, mais tu sais, faut qu'on valide d'une certaine façon. Dans le sens que ce que tu es en train de dire, c'est que les rats étaient tellement en bon état qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas eu de commotion initialement, c'est ça? Qu'ils n'avaient pas porté les colliers, que c'était la badge de placebo ou la badge témoin qu'on appelle. Là. Parce que fait que là, c'est ça. Mais encore là, c'est des rumeurs. C'est du oui-dire. Là. Ouais, c'est ça. J'ai entendu ça à travers les branches. Fait qu'il y a-tu du monde, y a-tu un moment ou un autre où des gens devaient donner des commotions à des rats? C'est ça qui est... Ouais, j'imagine que le 2x4 se faisait aller, là. Je sais pas trop comment ils ont fait ça. Encore là, c'est hors de mes connaissances, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des commotions à des rats. Regarde, moi, je dessine des épaulettes en portant des culottes de hockey. Fait que, je veux dire, il y a un point de saut métier. Puis moi, je me mets en G-string sur la scène. Mais, je voulais savoir aussi, parce que là, je voulais qu'on jase d'équipement tellement passionné que le temps passe, mais je voulais venir au bâton parce que tu as travaillé pour Sherwood. Ouais. Avant. Et là, tu n'étais pas dans la protection, mais bien dans les bâtons plus. Ce qui m'amène, en fait, je veux juste, parler des bâtons en général. En fait, c'est plus pour ça, mais puis tu as travaillé pour Sherwood, qui est comme une institution du bâton, qui est aussi, si je ne m'abuse, québécois, Sherwood. Oui. À la base, qui était québécois. Je pense que ça a été vendu. Ça a été changé de propriétaire plusieurs fois, mais là, aux dernières nouvelles, je sais pas si ça a changé récemment, mais c'est le groupe qui possède Gracious Living, qui font du mobilier de patio, là, qui font de l'injection-extrusion plastique, qui est établi en Ontario. C'est eux autres les propriétaires de Sherwood, mais le siège social est encore à même Sherbrooke, en Estrie. Est-ce que les bâtons, je sais qu'ils ont dû exporter leur... La production est exportée. La plupart des bâtons en bois que tu vois sur le marché en ce moment sont faits en Ukraine. OK. Pas en Asie, non. Les bâtons en carbone sont faits en Asie. Ouais. Donc, les bâtons en composite, je devrais dire. Pourquoi est-ce qu'ils divisent? Il doit y avoir une raison qui fait que... c'est le champ d'expertise. Fait que l'Ukraine... L'Ukraine sont super bons pour faire l'usinage. Ça, c'est une autre affaire, là. C'est la façon que le bâton est produit est pas du tout la même. Okay. Dans le cas d'un bâton en composite, on a des moules. Beaucoup de moules. Puis, dans le fond, pour ceux qui sont pas nécessairement familiers avec ça, dans un bâton en composite, une composite, c'est une fibre qui est mélangée avec un agent liant. Ou une résine, si tu veux. Fait qu'on a de la fibre de carbone ou de la fibre de verre. Ça va être souvent un mélange de ces fibres-là qui va être wrappé autour d'une rod ou d'un moule interne. Puis après ça, il va avoir la palette qui va être moulée avec, soit directement pour avoir ce qu'on appelle un true One Piece. Ouais. Mais quand les premiers One Piece sont sortis, c'était pas des vrais One Piece. C'était un shaft qui était inséré dans une palette. Ne laisse pas encore? Non, il y a beaucoup de bâtons qui sont faits. Les processus de moulage ont beaucoup changé. Puis à ce temps, on est capable de mouler un bâton
une pièce en composite totalement. Est-ce que ça c'est Bauer seulement ou toutes les marques? Non, ben là, je pourrais pas m'avancer sur toutes les compagnies. Je sais que Warrior avait sorti aussi un bâton qui était un true One Piece à une certaine époque. Mettons les One Piece, je vais pas dire bon marché, mais ça c'est souvent des insertions de palettes. À partir de quelle monde. Gamme de prix on parle d'un vrai One Piece? C'est une très bonne question. Là, parce qu'à un moment donné, à un certain point, quand tu développes une technique de manufacture, t'es quasiment aussi bien de l'étaler sur l'étendue de ta production pour la rentabiliser le plus possible. Ouais, je comprends. Fait que c'est une très bonne question. Je pourrais pas répondre exactement à ça. Mais bref, tout ça pour dire que un bâton en composite est moulé, à l'inverse d'un bâton en bois qui est usiné. Donc, on va faire de l'enlèvement de matière sur un morceau de bois. Puis encore là, c'est le principe de gaufrage d'une palette en bois sur un manche en bois. Okay. Fait que nous autres, on était super équipés. Ben, quand je dis nous autres, c'est à l'époque où j'étais chez Sherwood. Il y avait la shop de bois qui était en arrière, puis les bâtons, surtout professionnels, étaient encore produits là jusqu'à la fin des années 90, je te dirais. Mm-hmm. Peut-être, ouais, c'est ça, début des années 2000, là, quand les premiers bâtons en composite sont arrivés. Puis, ben, dans le fond, c'est ça. Fait que l'expertise de la compagnie avec laquelle on faisait affaire en Europe, c'était vraiment sur les bâtons en bois, puis on faisait affaire avec. Est-ce que les bâtons en bois, c'était des One Piece constamment, dans un sens? Ça pouvait pas être assemblé, un bâton? Oui, c'était justement assemblé. Okay. Oui, c'était carrément un sandwich d'une palette. Tu sais, c'est dans le fond. oui, ok, c'est ça, oui. C'est souvent des laminages. Parce que si tu prenais juste un manche en bois, c'est trop fragile, ça va casser en éclisse, c'était pas durable du tout. Fait que c'est un peu comme le principe du plywood. Fait que dans le fond, on était capable d'augmenter la rigidité d'un bâton exactement en faisant plusieurs étages. Fait que si tu regardes tes vieux bâtons en bois, souvent tu vas voir 3 lignes différentes sur le top, là, sur le knob en haut. Mm-hmm. Puis en bas, souvent tu avais une sleeve de fibre de verre qui était appliquée après, mais c'était un laminage de bois qui était collé sur les deux sens du shaft, si tu veux. Le principe était le même, dans le sens que le principe d'un bâton de hockey, c'est que le bâton frappe la glace avant la rondelle. Sur un slapshot, ouais. Ouais, généralement, les autres lancers aussi, dans une forme d'un certain sens. À moins grosse échelle, peut-être, là, mais. Parce que tu mets moins de poids, mais c'est, dans le fond, c'est que le bâton plie. Il y a un point de flexion pour créer une forme de fouet, puis là, quand ça, tu touches la rondelle puis ça truc, ben là, ça part. C'était la même chose avec les bâtons de bois. C'est juste que le bois était un matériau qui réagissait un peu différemment, qui était plus pesant, qui avait d'autres caractéristiques, mais le principe était le même. Oui, sensiblement le même. Excuse-moi. Ce qui va changer aussi beaucoup, c'est la biomécanique des joueurs de hockey, qui ont beaucoup changé aussi. La technique de tir est pas du tout la même. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps de nos parents, mettons, tous les tirs étaient faits sur la même jambe, c'est-à-dire la jambe. Même moi, je suis droitier, là, fait que si je prenais un tir, fallait que je mette mon poids sur ma jambe gauche, puis je twistais vraiment l'essentiel du corps pour aller viser la partie. Tu regardes les anciens tirs du poignet des Bobby Hobb et de tout ce temps-là, et pas du tout la même technique que les tirs du poignet des joueurs d'aujourd'hui. À cette heure, tu vas mettre ton poids vraiment plus sur ta jambe interne, si tu veux. Fait que moi, je vais mettre mon poids sur ma jambe droite pour faire travailler le bâton. Ouais. C'est la poule avant l'œuf, là. Est-ce que c'est parce que les joueurs ont changé leur technique que les bâtons sont devenus aussi performants? Ou ben non, est-ce que c'est parce que les bâtons sont devenus performants que les gars ont changé leur technique de tir? Mais quand t'entends les commentateurs encore dire que il était sur son mauvais pied en tirant, regarde, non, mauvais, tu comprends pas c'est quoi qui s'est passé comme évolution, là, c'est pas à toi de juger, mais effectivement, on est capable, surtout sur les tirs du poignet, je te dirais que ça fait une énorme différence, parce que dans le temps de Al MacInnis, ben oui, qui était pas si longtemps, là, tu sais, si longtemps, mais tu sais, lui, c'était un fervent utilisateur du bâton en bois, même, je pense, Darren O'Coin, il y a pas si longtemps, il utilisait encore le bâton en bois. Adrian O'Coin ou Adrian, excuse. Adrian O'Coin. Mais début des années 2000, ces gars-là, dans le All-Star Game, avaient encore un bâton en bois, puis ils gagnaient tir de plus fort. C'était 102, 103 000 à l'heure, tu sais, puis chez Weber a gagné l'année passée avec 104, 106, mais tu sais, il y a comme un 15 ans, 20 ans de gap de performance de bâton de hockey. Fait que c'est pas tant sur la vitesse ou la force du tir, je te dirais que là où est-ce que ça a énormément changé, c'est la vitesse ou si tu veux, la rapidité à quel point ça décoche. Okay, surtout sur tes tirs du poignet ou ce qu'on appelle un snapshot aujourd'hui. Avant, t'avais 2 tirs. Un tir balayé puis un tir frappé. Là, t'as les snapshots, les tirs du revers, tout. Il y a énormément beaucoup plus de précision parce que le matériel est beaucoup plus constant. Puis de 2, tu peux surprendre un gardien parce que t'as quasiment pas à bouger. C'est vraiment le bâton qui fait le reste du travail puis qui, comme tu l'expliquais tantôt, il y a un effet de fouet qui va faire en sorte que ça va décocher beaucoup plus rapidement. Sans pour autant que toi, tu te sois compromis en termes de mouvement, tu sais.
qu'est-ce que t'as appris qui t'a le plus marqué ou qui est le plus important dans la conception d'un bâton qu'un joueur de hockey qui écoute devrait savoir, qui est le plus intéressant, tu sais? Ben, ce que les gens réalisent pas nécessairement, c'est à quel point il y a des facteurs qui peuvent influencer ta performance. À cette heure, t'as différents flex points. Fait que par flex point, je veux dire l'endroit où est-ce que le bâton va plier. Au milieu, plus bas. Certains diraient que, corrige-moi, là, si tu connais plus ça que moi, mais les bâtons, peut-être, avant, on visait plus le milieu du bâton. Puis certains disent que c'est meilleur, mettons, pour des slap shots. Alors que là, maintenant, des fois, le point de flexion baisse plus vers la palette. Puis là, que certains diraient que ça avantage les wrist shots puis ces affaires-là. Ouais. Ben, tu sais, mettons qu'on refait la ligne d'histoire du bâton de hockey. Là, dans le temps des bâtons en bois, je veux dire, c'est le même matériel qui est de haut en bas du shaft. Mm-hmm. Fait que tu peux pas vraiment jouer sur le point de flexion. C'est vraiment ton point de pivot que tu vas déterminer avec ta main qui va déterminer l'endroit où le bâton va plier. Puis même encore là, je veux dire, tout dépendant du type de bois qu'il utilisait, s'il était pas flexible, oublie ça. Là. Mm-hmm. Puis une anecdote par rapport à ça, tu sais, des gars comme Mario Lemieux, ce genre d'affaires-là, ils changeaient de bâton aux périodes pour être sûr que le bâton soit neuf, constant, puis qu'il ait tout le temps le même niveau de réponse, si tu veux. Ensuite de ça, sont arrivés les shafts en aluminium. Ouais. Mais d'ailleurs, je voulais en parler avec toi de ça, le shaft en aluminium. Le shaft en aluminium, il plie pas, lui. Mais non, mais moi, c'est ça, je comprends pas avec ce bâton-là. Ben, c'était carrément le corps de l'être humain qui faisait en sorte que ça faisait avancer la rondelle. Ça veut dire que, clairement, en tout cas, je suis pas un scientifique, mais clairement qu'il y avait un impact absorbé par les poignets. Oui, définitivement, sans doute. Ouais. C'est sûr Ou que... ben non, tu sais, je veux dire, la plupart des gars qui utilisaient des shafts en aluminium, le premier à qui tu penses, c'est Gretzky, tu sais. Puis qui était pas nécessairement un gars qui prenait des slap shots à outrance. Là. C'était un manière de rondelle, puis il prenait des tirs du poignet ou des tirs du revers sur le gardien. Fait que, tu sais, tout dépendant de ce que tu veux aussi. Il y en a qui préfèrent avoir des bâtons qui sont plus rigides, mais la philosophie a vraiment beaucoup plus changé par rapport à ça, puis on y viendra un peu plus tard, mais ça plie pas. Si ça plie, ça reste plié. Ouais, c'est ça, de bâton aluminium. Petite parenthèse par rapport à Gretzky, parce que je l'avais sorti pour le fun fact, mais lui, c'est qu'en fait, il avait signé, je pense, c'est début des années 90, là. Il avait signé un contrat de commandite avec Easton, là, parce que Gretzky avant il était dans le bâton de bois Titan, là. Ouais. Puis eux en fait c'est ça qu'ils dominaient le marché de softball, de baseball, puis avec les bâtons d'aluminium. Exact. Ils ont fait ça avec le hockey. Puis même s'il y avait des gars comme Mark Howe ou Brett Hull qui en utilisaient déjà, c'est vraiment quand Gretzky a commencé à l'utiliser avec son stem puis sa crédibilité puis sa popularité qui ont vu le truc augmenter, qui aurait eu en fait un contrat de 2 millions sur 7 ans qui aurait fait skyrocketer, si on veut, le bâton d'aluminium. Puis en dedans d'un an, il y a 80 joueurs de la Ligue nationale qui sont passés au bâton d'aluminium. Mais bref, donc pour revenir dans la ligne du temps, l'aluminium. Puis l'aluminium, c'était une extrusion. Fait que c'était un profil, encore une fois, qui était constant de A à Z. C'est le même matériel. Fait que oui, il plie pas, mais au moins, tu sais, s'il y avait à fléchir un tout petit peu, parce que veux pas, ça va fléchir avant de plier puis casser, ben, c'était tout le temps en fonction, encore une fois, du point de flexion. Puis après ça, est arrivé les premiers bâtons en fibre de verre, donc en composite. Même principe, c'était toujours une extrusion qui était constante. Puis c'est à partir du moment où est-ce qu'on est arrivé avec des bâtons qui étaient plus élancés, puis plus long, donc les shafts qui descendaient beaucoup plus bas dans la palette, parce que dans le temps des premiers bâtons en composite, c'était une palette en bois qui était insérée un peu à la Smith, là. Ouais, Ryan Smith qui était dans les derniers là à jouer avec ça. Ben, il y avait un shaft en composite, mais c'est une palette en bois qui est insérée, donc le profil était encore une fois constant, puis ce qui fait en sorte que les bâtons, on a un meilleur contrôle du point de flexion, ou du moins qui a fait baisser le point de flexion, c'est la shape du bâton, qui est devenu beaucoup plus profilé vers le bas pour matcher la palette, si on veut. Puis en plus, comme c'est un matériel qui est comme enroulé autour d'un moule, ben tu peux déterminer l'orientation de tes fibres, donc jouer sur le taux de flexion à différentes hauteurs sur ton shaft. Ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de créer des profils de flexion puis différents taux de rigidité aussi. Quand on parle d'un flex 100, un flex 85, un flex 75, c'est l'orientation des fibres qui va faire en sorte que ça va changer du tout au tout. Puis en plus, on va être capable de contrôler vraiment en mettant plus ou moins de matériel à une certaine hauteur à quel endroit le bâton va plier. C'est beaucoup plus précis. Exact. Fait que pour ceux qui... Mettons que je mets des têtes d'affiches là, sur vraiment des profils de flexion. Ouais.
Nous autres, dans le fond, nos 3 têtes d'affiche, puis peut-être ça va être plus approprié avec Liney, mais Liney, c'est considéré comme un quick releaser. Lui, c'est le genre de gars qui va prendre des tirs du poignet vraiment à une vitesse incroyable. Fait que c'est un des gars qui utilise notre bâton Vapor avec un low kick point pour avoir tout le temps le point de flexion le plus bas possible pour avoir ce qu'on appelle un quick release. Donc, être capable de surprendre le gardien en décochant un tir vraiment rapidement avec beaucoup de vélocité sans avoir un mouvement à outrance. Ouais. À l'inverse, t'as des gars comme Jack Eichel ou même Stamkos qui sont reconnus pour leur tir sur réception, qui est souvent plus un slap shot. Lui, tu vas vouloir générer le plus d'énergie possible pour essayer d'aller chercher le plus de vitesse puis transférer cette énergie-là de ton bâton vers la rondelle. Et qu'eux autres, ils vont monter leur point de flexion le plus haut possible pour que le bâton, il plie dans un maximum d'amplitude. Transférer cette énergie-là sur le mouvement complet d'un slapshot. Le mouvement d'un slapshot n'a pas changé en 50 ans. Fait que c'est vraiment plus l'énergie puis la force que tu vas mettre dans ton tir frappé qui va faire la différence. Puis à l'inverse, pas à l'inverse, mais un peu entre les deux, t'as des gars qui sont vraiment plus axés sur la précision, comme Austin Matthews, qui utilise les produits Nexus. Fait que ça, c'est un profil de flexion qui est vraiment peut-être plus constant d'un bout à l'autre du bâton, qui va être vraiment... Dans le fond, c'est toi qui vas personnaliser l'endroit où est-ce que tu vas vouloir que ton bâton il plie en fonction de l'endroit où est-ce que tu vas mettre ta main. Okay. Fait que si ta main est plus basse pour un tir frappé, le bâton il risque de plier un petit peu plus dans le bas. À l'inverse, si ta main est un petit peu plus haute, tu vas peut-être avoir un petit peu plus de whip. Est-ce que ça se peut que les gars utilisent des flex différentes? Moi, j'entendais dire à l'époque que, mettons, Ovechkin avait un bâton pour le power play. Ouais. Donc, dans le sens que le power play, t'as un contrôle de la rondelle de ton équipe. Donc, souvent, lui, il était dans une position où il allait pas se battre pour la rondelle, mais bien qu'il était en attente de la rondelle pour tirer. Donc, il allait chercher un bâton avec un peu plus de flex pour justement aller chercher le plus de ça se peut, que les gars fassent ça. Oui, exact. Encore là, c'est une histoire qui reste à confirmer aussi. Là. Je sais que même chose pour Piquet Subban à l'époque où il était à Montréal. Il y avait pendant une bonne partie du match, tu le voyais qu'il allait faire un switch de bâton quand il embarquait sur le powerplay, justement pour les mêmes raisons. Puis t'as des gars comme chez Weber qui, lui, il veut rien changer. Ah, c'est ça. C'est tout le temps le même point de flexion pour tout le temps avoir le même style de jeu si tu veux. Puis en plus, lui, il veut même pas changer les graphiques de son bâton. Si tu regardes comme faut, le bâton qu'il a en ce moment, c'est un Bauer NXG, Total One NXG, qui est sorti genre en 2012. Mais Martin Saint-Louis qui a eu le bâton jaune jusqu'à la fin de sa carrière. Ouais, mais tu sais, il a quand même changé de compagnie. Tu sais, il y a eu le Synergy à l'époque. Fait que lui, il a comme commencé à jouer avec ça. Il voulait pas changer. Fait que Warrior, quand on commençait à commanditer Saint-Louis, ils ont fait un bâton tout jaune parce que c'était ça qu'ils demandaient. Son trademark, c'est son trademark. À l'inverse, c'est Joe Pavelski qui utilise un bâton qui est complètement blanc, un Warrior qui est tout à fait blanc. Puis là, c'est ça, tu sais, les princesses de la NHL, que je vais les appeler, là, ils ont tout le temps leur spec spécifique. Ils veulent avoir, tu sais, Ovechkin, c'en est un aussi. Il veut tout le temps avoir son logo spécifique à telle hauteur, à tel endroit. Si tu regardes comme il faut sur ses gants, il y a les noms de son frère puis de son cousin qui sont comme décédés dans un accident d'auto ou quelque chose. Toutes les superstitions reliées au truc. Est-ce que c'est vrai que, je sais pas, je suis entendu dire que quand les gars arrivent, tu sais, on parlait de noir, blanc, les bâtons, le tape, que quand le tape est noir sur la palette, le gardien voit moins la rondelle. Je sais pas si c'est vrai, ça. C'est vrai? Moi, j'ai déjà parlé à un goaler, puis il disait non. Il s'en fout, là. Lui, il regarde plus la shape overall du gars parce qu'il va être capable de déterminer en fonction de l'angle des épaules ou de la tête où est-ce que le gars va tirer, puis c'est souvent une question d'habitude aussi. Si le gars a plus tendance à tirer vers la mythe, il va se préparer à recevoir une shot vers la mythe. Moi, je pense que c'est plus une question de préférence personnelle. Comme moi, j'haïs ça jouer avec du tape blanc. Ouais. Parce que ça fait un contraste qui est pas assez important avec la glace, ce qui fait que dans mon champ de vision, ma vision périphérique, je suis obligé de plus regarder la rondelle si j'ai du tape blanc sur ma palette. Est-ce que les goalers, à l'inverse, qui ont des pads de couleur, ça un peu, si on veut, ça montre plus les trous à un joueur? Ouais, ça, c'est... Je sais pas, c'est vraiment une observation vraiment absolument qui peut être erronée, mais j'ai l'impression que les goalers de la Ligue nationale qui ont des pads foncés ou de couleur, des fois, ont plus de difficultés
Mais je me suis dit, c'est peut-être complètement 100% arbitraire. Ben, tu dis ça, puis il y a Corey Crawford qui utilise des pannes noires, puis il a Ouais, quand même depuis gagné cette la année. coupe. Ouais, non, depuis cette année, mais souvent, on dirait que tu regardes l'enseignement, il vient d'en avoir des noirs, mais c'est vraiment, tu sais, les fameuses pads rouges à Carey Price qui étaient comme son malheur, là, qui a brûlé, puis il y a plein de gardiens. Puis tu sais, Fleury, c'est pads jaunes de l'époque. Mais ça, il y a une grosse anecdote là-dessus. Là. Bon, Fleury utilisait ses pads jaunes quand il était au junior, ça fonctionnait super bien, puis c'était tellement gros pour Reebok qu'ils ont créé des pads jaunes sur le marché. Okay. Là, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a une optométriste qui l'a contacté puis il a dit, tu sais, que le jaune puis le vert, dans le fond, là, c'est les deux couleurs que l'œil a le plus de facilité à distinguer les différentes teintes. Le jaune et le vert. Okay. Ouais. Ben, le vert, là, c'est le spectre de couleurs où est-ce que notre œil, scientifiquement, a le plus de facilité à distinguer deux teintes de vert différentes. Okay. Puis le jaune, ça arrive parce qu'ils sont collés sur le spectre de couleurs là, visible. Fait que c'est l'optométriste qui a dit, tu serais peut-être plus avantagé à changer pour des pattes blanches parce que le jaune, comme tu dis, montre vraiment tous les endroits où est-ce que tu peux te faire battre quand un joueur arrive en 1 contre 1 contre toi. Puis il a fait le switch, puis il a gagné avec des pattes blanches. C'est ça. Mais puis il y avait un début oui, ça c'est plus des questions scientifiques, mais après ça aussi, ça demeure un trend ou une préférence personnelle. Tu sais, tu regardes des gars comme Jake Allen de ce temps-ci qui utilisent des pattes pratiquement toutes bleues, Corey Crawford avec ses pattes toutes noires. C'est quoi les demandes que les gars, tu dis les trucs pros sont faits à Blainville? C'est quoi les... Ben, c'est les patins. Les patins, ça. C'est quoi les demandes les plus communes des joueurs professionnels pour vous? Ben, dans le cas de... Nous autres, on fait aussi tout ce qui est le contrôle des commandes professionnelles. Fait que dans le cas, je te dirais que les endroits où est-ce que ça a le plus d'influence, c'est vraiment les bâtons puis les patins. À la limite, peut-être un peu les gants parce que tu peux choisir un petit peu plus les matériaux ou la construction de ton gant. Dans le cas des patins, ça va être souvent de le fitter au pied du joueur professionnel. Puis pas nécessairement en créant un moule autour de son pied, mais on va vraiment mesurer son pied de A à Z. Un patin professionnel va avoir souvent 2 différences de grandeur entre carrément. Le pied gauche et le pied droit. Ne serait-ce que des quarts de pointure, ce qu'on fait pas au retail. On peut faire du 8.25 à gauche, du 8 à droite, si un pied est plus large que l'autre, s'il y a des oignons qui ont commencé à pousser, ou s'il y a des malformations au niveau du pied qui créent des points de pression dans un patin traditionnel, ben nous autres, on va pouvoir adapter le patin en fonction de ça, avant même que lui le fasse mouler à son pied. Des fois, il y a des questions de préférence de matériaux. Des longueurs de lames qui vont être différentes. Patrick Kane utilise des lames qui sont de 2 pointures trop grandes pour lui, mais il préfère avoir une plus longue lame parce que ça lui donne une meilleure glisse. Fait que c'est moins un joueur qui va faire des virages, même s'il fait des virages qui sont super abrupts. Il préfère probablement avoir un profil de lame qui est plus accentué, mais une lame qui est beaucoup plus longue pour avoir plus de surface de contact avec la glace. C'est rendu que maintenant les lames s'enlèvent très facilement avec... une espèce de principe de gâchette, ouais. Ouais, c'est ça, alors qu'avant, il fallait comme... Ouais. Tous les gars, mais c'est rendu nouveau. Parlant de lames, puis on parle de patins, il y a une nouvelle... c'est sûr que vous avez vu ça chez Bauer. C'est une campagne Kickstarter qui est basée en Suède, qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Marsblade. La Marsblade, du nom de Père Mars, son fondateur, et ancien joueur de hockey, qui ont fondé... allez voir ça, là, ils ont toute une campagne en place, puis une vidéo de promotion, où, en fait, ils sont en train de créer une... Genre de suspension. Ouais, un genre de... En fait, pas une lame, mais quand t'appelles ça un holder en français? Là, un support de lame. Un support de lame qui, au lieu d'être que la lame soit fixe dans le support, mais ils ont mis un genre de point de ballon au milieu de la lame, ce qui fait qu'elle peut en fait s'adapter au mouvement du patineur. Ouais. Et que, en fait, le principe, c'est que la lame soit en contact le plus longtemps possible avec la glace, au lieu de rentrer dans la glace et donc te faire perdre la vitesse. Ils avaient commencé avec des rollerblades, puis là, ils ont comme c'est complètement différent, là, des roues puis une lame, c'est pas du tout pareil. Puis bon, si vous allez voir leurs vidéos, vu qu'ils sont suédois, ils ont clairement l'été dernier, ils ont clairement essayé leur patin ils ont fait ça à des Suédois comme Zetterberg, Johansson, Backstrom et compagnie. Ouais. Et les gars semblent dire que c'est assez fascinant comment, en tournant, au lieu de perdre la vitesse, ils en prenaient. Puis j'ai vu d'autres personnalités de hockey d'Internet comme Pavel Barber, là, qui est connu pour ses tutoriels, qui dit je sais que moi j'étais très sceptique, puis je sais que ça sonne comme des gimmicks, mais allez regarder ça, je vous jure que ça va être un game changer. Alors j'ai pas le choix de te demander qu'est-ce qu'il y en est. C'est sûr que des compagnies comme Bauer regardent ça de proche, là. Ouais.
je te dirais qu'à un certain point, on est peut-être en avance aussi. Tu sais, il y a des trucs... Ouais, je t'écoute, excuse-moi. Je t'écoute, c'est pas possible. T'as une face de panique, là. Non, je vais voir si ça enregistre pas depuis le début, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est des trucs qui sont déjà postés, tu sais. Probablement que lui, il est protégé par des brevets aussi parce que ça fait partie de la game. Oui, non, mais c'est dit que c'est breveté dans le truc. Ouais, puis l'autre affaire aussi, c'est que nous autres, on travaille sur des projets que moi, j'ai pas le droit de te parler non plus, tu sais, parce que on est en train de développer des choses. Fait que je sais pas à quel point c'est une avenue qui a été explorée par Bauer, parce qu'encore une fois, le patin, c'est pas nécessairement mon domaine, mais c'est sûr que ça a été vu, puis on est beaucoup à s'échanger ce genre d'informations-là dans notre faculté, du moins, là, j'allais dire faculté, mais c'est pas dans notre centre d'innovation, on partage beaucoup ce genre d'informations-là parce qu'on veut être, comme tu dis, au dernier cri. Mais est-ce que tu as commandé tes Mars Blade? Non. Non, moi je reste fidèle à mes tocs Lightspeed, Edge. Non, mais est-ce que tu penses que sérieusement il y a quelque chose dans toute cette technologie-là pour vrai? Là, ben logiquement parlant, oui, ça fonctionne. Nous autres, c'est à savoir, tu sais, si c'est un feature qui est plus intéressant que d'avoir une lame qui se remplace aussi rapidement, tu sais. Parce que je reviens à ce qu'on dit depuis le début, là, c'est que les joueurs de hockey sont tellement conservateurs que ça prend vraiment beaucoup de temps à changer pour une autre innovation, à moins que ce soit quelque chose qui te donne vraiment un gros avantage. Je sais que nous autres, le gros avantage qu'on a, c'est versus les trainers ou versus même les joueurs, que s'ils cassent une lame ou s'ils veulent changer, ils perdent un edge, ben ils peuvent aller faire aiguiser leur patin, à place d'enlever leur patin puis d'aller le faire aiguiser. Le trainer arrive avec une nouvelle paire de lames puis il rentre tout de suite automatiquement. Sauf que là, tu sais, on parle de lame, mais là c'est vraiment c'est même pas un choix de lame, c'est vraiment une nouvelle technologie, tu sais que c'est même plus une lame, c'est vraiment un nouveau truc. Donc c'est un support de lame au complet, tu sais, fait qu'à ce moment-là, si tu as un bris sur ta lame, tu sais, à quel point ça peut nuire au bout du compte, tu sais, je veux dire, c'est une balance que tu dois être faite. Je l'ai pas essayé, fait que je peux pas te dire. Mais à l'inverse, je me sais pas si tu te souviens aussi de la Thermoblade qui était sortie. Ouais, qui était supposée être chaude. Exact. Et donc le principe de glisse sur une glace ou même sur la neige dans les skis, c'est que tu as de la friction qui se crée entre ta surface puis la surface glacée pour créer une fine couche d'eau. Fait que le principe de la Thermoblade, c'est de chauffer la lame à un point qui était supérieur au niveau de congélation pour chauffer l'eau, créer une plus grande surface d'eau entre ta lame puis la glace, puis faire en sorte que tu glisses plus rapidement. Fait que les gars, ils disaient qu'en top speed, oui, ils étaient capables d'aller chercher une couple de 1000 $ de plus. Mais là, c'était tellement lourd parce que tu avais besoin d'un battery pack dans ton... Ah ouais, ça. Mais ça, c'est une autre technologie qui a pas... Mais exact, tu sais, je veux dire, encore une fois, puis ça avait été appuyé par Gretzky, tu sais, qui disait que, dans le temps, j'ai vu ça, whatever. Ouais, ça, mais non, finalement... Fait que, tu sais, j'ai bien beau... Faut faire attention à ce qui sort sur le marché, au même titre que, tu sais, peut-être qu'on était en train de travailler là-dessus puis que le projet a pris le bord, puis... parce que c'est sorti avant. T'sais. Très intéressant, j'ai hâte de suivre. Je vais faire appel avec toi en terminant comme à ton expérience de vendeur. Oh. Parce que de ton expérience de vendeur de hockey, non pas de gars qui travaillent chez Bauer, mais c'est parce que il y a beaucoup de... Je sens qu'il y a quand même, comme tu dis, c'est des gens d'habitude, les joueurs de hockey. Ouais. Je sens qu'il y a quand même, pas dire une ignorance, mais dire on connaît pas tant que ça les produits. Ces gens utilisent un produit, ils l'aiment, puis ils le gardent tant qu'il meurt. C'est un peu ça. Puis je veux savoir un pet, en fait... tu dis en pet, c'est drôle ça? Ouais. Je veux savoir en fait, en tant que ton expérience de vendeur, qu'est-ce qui était la plus grosse erreur et la plus commune chez les gens qui venaient au magasin? Grosse erreur. Ben, l'erreur la plus commune où tu fais comme, où tu sens qu'il y avait une portion d'éducation de oui, je sais que vous pensez ça, mais en fait. Ouais, ben, c'est, encore une fois, tu sais, si les gens sont pas habitués de voir des nouveaux produits, ils n'ont pas vu nécessairement comment ça a évolué, tu sais. Puis, moi, je sais qu'un des plus gros trucs que j'essaie de débattre avec les clients, c'était au niveau des épaulettes, mettons, là. Tu sais, ça descend pas super bas au niveau de ton ventre. Là, les mamans de hockey qui avaient peur pour leur petit pote de 8 ans qui reçoivent un slap shot de chez Weber dans le ventre qui allait jamais arriver. Il manque de protection au niveau du ventre. Check, le pantalon va remonter, il ne devrait pas avoir de gap. Fait que tu sais, c'est d'essayer de convaincre les parents souvent qui ont jamais joué au hockey que certains produits sont bien ajustés même s'ils sont pas. Tu sais, ou des fois il y a des gens qui vont vouloir changer à tout prix une pièce d'équipement qui peut être encore super bonne. Puis je le faisais souvent, même si mon but c'était de vendre des produits au magasin. D'abord et avant tout, moi ce que je m'assurais, c'est que la personne était bien équipée.
Fait que si elle pensait changer tel produit, ben, j'essaie de voir avec elle si vraiment le produit valait la peine d'être changé. Par rapport à un produit que j'ai l'impression qu'il est jamais de la bonne taille chez personne, là, selon ce que je vois dans les ligues de garage. Les patins. Les patins, les patins, moi, c'est intéressant. Moi, j'allais dire d'autres choses. J'allais dire les culottes. Ouais. Les culottes sont tout le temps trop petites. Je vois des gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils portent des leggings. Ouais. Encore une fois, c'est du monde qui n'ont pas changé ça depuis midget. Oui, mais il y en a aussi, c'est parce que moi, des fois, je joue dans des ligues où des gens viennent de commencer à jouer. Fait que des fois, je sens qu'ils savaient juste pas, là. Ouais. Ils pensaient qu'il fallait qu'ils s'achètent comme des pantalons, mais non, tu sais, c'est comme, t'es supposé être un peu plus à l'aise que ça. Ouais. Est-ce que ça se peut? Je sais pas, j'entendais ça, moi, quand j'avais 14 ans. On avait un coach qui disait faut que ta culotte est supposée là, comme quand t'achètes ta taille à la bonne hauteur là, descendre au milieu du genou. Ouais, à peu près. C'était le gauge qu'on donnait. Alors que souvent on voit ça, écoute, la pad ressort par-dessus là en haut tellement que c'est trop court là, c'est comme ouais, mais ça aussi c'est des fois c'est des erreurs d'ajustement de bas. Ouais, bon, ouais, c'est une chose. Si tu mets ton bas comme faut, la pad elle devrait pas glisser par-dessus la culotte là. Mais la pad mais bref, la culotte serait supposée arriver quand même à couvrir une certaine portion de la pad là, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, la morphologie des jeunes a beaucoup changé dans les dernières années. Tu sais, des joueurs de hockey à 6'7", 6'8", là, à l'époque il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas tant que ça, là. Tandis que là, aujourd'hui, c'est quasiment rendu une norme, là. Okay. Le size des joueurs a vraiment augmenté beaucoup, puis la shape aussi des gars a beaucoup changé. Fait que là, nous autres, on travaille beaucoup pour s'assurer que nos culottes soient tout le temps à la bonne longueur. On offre différents fits aussi. On offre l'option d'avoir un +1, qui est quand même pas si vieux que ça, mais ça fait quand même. Dans le fond, tu peux rallonger ta culotte d'un pouce si tu veux. Okay. Sur certains modèles, il y a moyen de carrément rallonger la culotte pour des grands slacks comme moi, okay. Qui ont probablement, tu sais, j'ai un tour de taille minuscule, mais j'ai des longueurs de jambes qui est probablement pour un gars de 6'8", même si je fais juste 6'1". Là. Moi, j'ai l'air d'avoir des shorts, là, mais je me compense souvent sur la longueur de mes pads ou quoi que ce soit. Mes culottes n'arrêtent pas au milieu de mon genou. Mais c'est le gauge qu'on donnait souvent aux parents. Puis à ce moment-là, on essaie de s'assurer que la hauteur du padding arrêtait à la bonne place. Tu disais les patins, rarement à la bonne grandeur. Qu'en est-il? Ben, la plupart des gens vont arriver puis je fais du neuf dans les souliers, donne-moi de ces patins-là dans le neuf. Non, c'est pas ça. Il n'en est point. Très important de savoir que la conversion taille de soulier à patin est de deux tailles à peu près? À peu près. Ça va dépendre des personnes. Deux tailles de plus petites dans le patin. Ouais, puis l'autre affaire aussi, c'est que les gens pensent encore qu'un patin devrait te faire mal au début. Puis ça, c'est à l'époque où est-ce que, comme tu disais par rapport aux gants, il fallait que tu casses ton patin pour pouvoir fitter à l'intérieur. C'est plus le cas. Non, tu réussiras pas à casser un patin qui est fait en composite puis en plastique. Tu vas juste te faire mal. Tu vas juste te faire mal. Ça va être juste long pendant très, 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 très longtemps. Fait que les compagnies, habituellement, les magasins de sport sont capables de t'aider à améliorer le fit de ton patin si tu as besoin de stretcher à certains endroits. Exemple, sur le devant de ton pied, si tu as un pied qui est un petit peu plus large, tu peux toujours procéder à des mouvements manuels. Mais à la base, on offre différents fits aussi dans les patins pour les pieds qui sont un petit peu plus étroits ou les pieds qui sont peut-être un peu plus larges. Est-ce que le fameux moule dans lequel, tu sais, c'est arrivé dans les années 2000, là, tu mettais tes pieds là-dedans, ça venait chauffer? En fait, non, ça venait pas chauffer, là. Le moule, nous autres, on l'a déjà eu, là. C'était vraiment juste 2 gros airbags qui venaient serrer le patin autour de ton pied, mais le chauffage se faisait a priori dans un four à patin. OK. Le four à patin existe encore. Ça se fait encore en magasin, ça? Ou non? Ouais, c'est juste que là, la mentalité, elle a changé. Autant à l'époque, les patins étaient faits vraiment larges puis ils venaient le squeezer sur ton pied. Le problème, c'est qu'après ça, il vient se fixer un pied qui est déjà en compression. Fait que quand t'arrives puis que ton pied est au repos, qui est plus large, tu finissais par avoir des points de pression à grandeur. Ouais, je comprends. Fait que là, souvent, la logique, ça va être plus de trouver un patin qui est plus ajusté à ton pied puis qui va s'étirer après le chauffage. OK. C'est rare qu'on va venir remplir des gaps. C'est plus facile de stretcher un matériel que de venir le compresser sur le pied. Fait qu'à ce niveau-là, ça a changé. Moi, pour un exemple personnel, je porte du 9,5 dans mes chaussures. Souvent parce que je compense un peu pour la largeur de mon pied. J'ai un pied qui est pas nécessairement très long, mais qui est quand même un peu plus large, surtout vers l'arrière du pied. Mes patins, c'est des suprêmes dans du 7, mais double E. Fait que c'est un patin qui est plus large que la régulière, qui est un D normalement, mais je suis à 2,5 points en dessous de la longueur de ma chaussure. Est-ce que tu pourrais te faire tes patins custom chez Bowers? Je pourrais,
mais j'ai pas un pied qui demande ça. Là. C'est pas si problématique que ça. Donc, ce que les gens ont gardé en tête, en bref, l'important quand ils magasinent un patin, c'est... Ben, de toute façon, ils vont être obligés de parler à un vendeur. Je sais, mais ils sont pas tous aussi bons. exact. Ils sont pas tous aussi bons. Normalement, le but du patin, c'est d'être le plus court possible pour qu'au niveau de l'efficacité de ta foulée, tu mettes le plus de puissance possible. En fait, c'est le plus de pression. La pression, c'est l'unité de force par surface de contact. Fait que si tu as moins de surface en dessous de ton pied, techniquement, avec la même force, tu vas avoir plus d'efficacité. Est-ce que c'est vrai que certains pieds sont associés à certaines marques? C'est-à-dire que quand tu étais CCM, tu étais CCM. Quand tu étais Bauer, tu étais Bauer. Puis moi-même, j'avais été magasiné pour le fun des patins, tu sais, puis on a tous nos dimanches après-midi. Et j'avais dit au gars, ben, tu sais, comme je disais, les patins Bauer sont tellement plus beaux, c'est tellement plus esthétique. Je me dis, j'ai jamais eu des Bauer, moi, j'ai toujours été dans le CCM, qui est devenu Reebok par après. Il m'a dit, oui, l'inverse, en fait, c'est Reebok qui a acheté CCM. Mais, il m'a dit, j'ai dit, je les aime là, le Bauer GCM, la bottine était assez rigide. Puis je disais, moi, tu sais, je disais ça presque par hasard. Je disais, moi, j'ai toujours été en CCM, puis je garde mes patins très longtemps. Là. Est-ce que je ferais le switch? Puis il m'avait dit, honnêtement, je te le conseille pas si t'es avec... il dit bref, il a l'air de dire qu'il y avait des bottes différentes. Mais est-ce que c'est le cas? Mais de là ou est-ce que chaque marque a différentes bottes? De là à dire où est-ce que les bottes vont fitter plus ou moins bien, c'est plus le cas. Ça, c'est probablement à l'époque où est-ce que, peut-être pas quand t'as été magasiné, là, mais à une certaine époque, au début des années 2000, Vapor faisait un patin, Bauer avait Vapor qui était un type de patin. Ouais. Ou non, il y en avait deux. Il y avait le Supreme qui était le classique quasiment en tissu ou en cuir, puis t'avais le Vapor qui était un petit peu plus progressif. Ouais. Avec les quartiers qui étaient en nouveaux matériaux, ce qu'on appelait le Mozoka à l'époque. CCM avait leur taxe, puis ils sont arrivés après ça avec les Vector. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est à l'époque où est-ce que l'offre de produits était pas aussi grande. Là, CCM a 3 types de patins différents. Avec la série Ripcore, qui est les K, là, toutes les 70K, toutes ces affaires-là. Ils ont ce qu'on appelle les Jet Speed, ou les Quick Light. J'ai de la misère à suivre avec leur nomenclature, là, pour vrai. Mais c'est des bottines différentes? C'est des bottines, c'est des constructions qui sont complètement différentes avec ce qu'on appelle un last, qui est le moule autour duquel est bâti le patin. Le moule est complètement différent. Fait que t'aies un pied plus large, plus étroit, plus allongé, avec un coup de pied plus haut, plus faible, normalement, tu devrais trouver ton compte autant chez CCM que chez Bauer. Okay. Nous autres, on a Vapor qui est fait pour un pied qui est vraiment un petit peu plus mince, Supreme qui est comme un pied régulier avec un devant de pied peut-être un petit peu plus large, puis Nexus qui était vraiment un fit plus volumineux. Ce qui va faire une grosse différence, c'est le holder. On revient au support de lame, où CCM ont une inclinaison qui est un petit peu plus spécifique que Bauer. Fait que si tu as commencé à patiner avec du Bauer, tu es habitué à ce que tes muscles stabilisateurs travaillent dans une certaine inclinaison. Fait que si tu fais le switch, tu vas peut-être être inconfortable au début. Puis c'est un des commentaires qu'un des gars avec qui je travaille qui vient de faire un switch pour... parce qu'il vient d'arriver chez Bauer, il vient de faire le switch pour changer ses patins. Il arrivait d'Easton avant. Fait que lui, il trouve qu'il y a comme des petites pertes d'équilibre, surtout à basse vitesse, parce qu'il se sent pas aussi bien ancré sur la glace à cause que son inclinaison est différente. Mais c'est vraiment juste à ce niveau-là, puis ça, c'est un easy fix. Là. N'importe quel pro shop est capable de t'arranger ça. Est-ce que ça se peut que j'ai entendu dire que les Graph ont une légère inclinaison dans la botte? Très incliné vers l'avant. C'est très agressif. Donc, en fait, quand t'as jamais mis des Graph de ta vie, puis tu mets ça, tu te dis, voyons. La première fois que j'ai mis des Graph, j'ai planté tête première sur la glace. Après 2 steps. Parce que vraiment, la botte est inclinée vers l'avant. Ouais, exact. Comme pour, dans le fond, t'inciter dans le mouvement, je sais pas. Ouais, I guess, mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, que tu patines à reculons ou que tu restes debout, ton pied va s'habituer dans une certaine inclinaison. Puis encore une fois, c'est pas tant la botte qui va s'adapter à la shape de ton pied, plus comme le holder en plastique qui va vraiment être dans une inclinaison qui est vraiment spécifique. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, les Graph étaient beaucoup plus inclinés. Je dis étaient parce que Graph a fait faillite il y a pas si longtemps au Canada. Là. Ils produisent encore des produits, mais de l'Autriche. Mais Graph Canada est mort. Donc, dans le fond, c'est des... Non, ce que tu vois dans les magasins, tu sais, toutes les séries 735, c'est souvent des archives. Ceux qui étaient faits au Canada, en tout cas, là, ça existe. Ça va continuer d'exister. C'est juste que... Ouais, c'est juste sont faits ailleurs et où... Pourquoi ils n'ont pas survécu? Ben, tu
t'sais, on revient au principe d'avoir des matériaux qui sont plus performants, qui sont beaucoup plus rigides, avec le Mosoka, avec Nut Curve en composite. T'as CCM aussi qui est arrivé avec une botte en carrément une pièce là, dans les 2 derniers produits qui ont sorti. Fait que c'est des matériaux de qui sont extrêmement légers. Si tu compares une paire de patins Graph versus une paire de patins Bauer haute performance, il y a quasiment 300 grammes, 600 grammes pour la paire de patins. C'est plus qu'une livre par patin. C'est quand même considérable. Surtout que c'est à l'extrémité. Là. C'est là où est-ce que tu as le plus de fatigue. Puis en plus, au niveau de la performance... Donc ça, les Graph sont plus lourds à ce point-là? Ouais. Wow. Puis ils absorbent beaucoup plus d'eau aussi. Parce qu'ils sont en cuir, un matériel qui est naturel. C'est de la peau, là. Ça absorbe. Puis d'autre part aussi, c'est que c'est mou. Fait qu'au niveau de la performance, quand t'arrives pour vraiment transférer ton énergie directement de ton muscle vers la glace, le patin Graph va vraiment déformer. Il va prendre une bonne partie de l'énergie versus se transférer directement à la glace. Fait que c'est plusieurs facteurs. Tu sais, à l'époque où Graph avait une grosse notoriété, c'est quand il était plus confortable que ces patins-là qui étaient faits en composite parce qu'il n'y avait pas différents fits. Mais là, à cette heure, comme tu peux être fité quasiment au quart de tour dans un patin haute performance, t'es aussi mal allé vers le patin haute performance. Il y a un nouveau phénomène aussi qui est un peu relié à l'Internet et pour le plus grand plaisir des fans d'équipement, c'est le phénomène du Pro Stock. Ouais. C'est quelque chose qui n'existait pas, ça, quand on était jeune, là, je non, pense enfant, le Pro Stock, probablement les professionnels avaient pas tant de demandes, c'était des gants, c'est des gants. Mais ça, évidemment, ça a beaucoup changé maintenant avec le customizing, là, c'est-à-dire chaque joueur a ses spécificités bien à lui, que ce soit des gants, ça. Et là, ça en est devenu un marché, dans le fond. Moi, mes gants de hockey, c'est des gants des Windsor Spitfires de la OHL, que j'ai acheté sur Hockey Monkey en, je sais pas moi, 2008, tu comprends? Qui sont des gants, en fait, d'une équipe de hockey junior, de la Ligue Ontario. Et maintenant, bon, tout le monde connaissait tout le temps un gars qui avait, comme acheté comment t'appelles ça, les surplus des équipes de hockey, tout exact, ça. Et là, ça en est devenu des sites Internet, tout ça. Comme tu l'expliquais dans un des anciens podcasts aussi, chaque équipe a des ventes de fin de saison d'équipements. Exact. Les Canadiens. Qui vont liquider les équipements des joueurs qui sont probablement plus avec le Canadien aussi. Souvent aussi des trucs qui ont été utilisés jamais, là, des gants qui étaient juste en backup d'une classique hivernale que le gars a juste utilisé une paire de gants. Donc, puis encore, des fois, c'est juste parce que c'est la couleur du matériel qui est pas correcte. Oui, surtout pour les gants. Là. Exact. Dans le cas du Canadien, c'est encore pire. Là. Ouais. C'est le Coca-Cola du domaine du hockey. Ouais, ils ont un rouge spécifique qui est probablement différent. La seule équipe que je sais qui utilise le même rouge, c'est le Wild du Minnesota, qui a un PMS 187C. C'est un code Pantone qui est vraiment très précis. Puis le bleu aussi. C'est le bleu canadien, c'est la seule équipe qui utilise ce bleu-là, du moins sur leur jersey. D'ailleurs, ce qui a, je sais pas si t'as écouté, parce que tu me disais juste avant l'émission que tu t'étais claqué les épisodes de Dread, mais l'épisode avec Dan Savoie où il parle que le rouge qu'ils utilisaient en fait dans leur chandail pour la série 24, la série de Pat Lemieux, le Canadien l'a approché pour dire de changer, alors que c'était trop. Ah, puis après ça, c'était toute une question de branding aussi. Là. On commencera pas à parler de ça parce que, by the way, spoiler alert aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais Sherwood est plus dans la Ligue nationale. Ça, c'est pour d'autres raisons, puis y revenir plus tard. Mais effectivement, les équipes de la Ligue nationale souvent vont liquider le surplus d'inventaire, puis le Pro Stock c'est une grosse partie du. Est-ce que c'est quoi parce que toi t'es un fan de gear, c'est quoi les meilleurs endroits pour trouver du Pro Stock? Écoute, j'ai été à la poubelle du ski récemment. Ouais. Puis ils ont une grosse sélection de gants Pro Stock. Ah ouais, j'étais surpris. Ouais. Étonnant. Des Reebok 11K, qui était quand même un modèle qui était super flexible. Ils ont des modèles qui sont quand même assez intéressants. Écoute, la façon que ça fonctionne avec le Pro Stock, c'est que souvent la compagnie va avoir un surplus d'inventaire aussi. Mettons Bauer vont avoir un surplus d'inventaire. Puis il va le proposer à ses représentants. Les représentants vont approcher leur plus gros compte où est-ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir les marges de vente pour aller chercher vendre du Pro Stock. Puis ils vont les offrir à ces compagnies-là. Fait que des fois, tu vas avoir une vague de produits pro qui va apparaître, mettons, dans un Hockey Expert ou un Rousseau. Mais c'est souvent dans des petites shops comme la poubelle du ski ou Play It Again Sports. Mais online, ils en ont pas? Online, il me semble qu'il y a des compagnies qui font que ça online, non? Ben, c'est souvent que ça va paraître comme étant du Pro Stock, mais c'est
pas vraiment. Ils vont du brander Pro ça du Stock. Pro Stock. OK, Ouais, non, mais exact. Mais Monkey, c'est une bonne place parce que souvent, eux autres vont aller chercher leur inventaire carrément des compagnies. Mais comment les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'il y en a du vrai que du faux? Ben, souvent, ça va être le nom qui va être brodé sur le gant ou, tu sais, dans le cas de Bauer, on brode tout le temps soit le nom de l'équipe, soit le nom du joueur. Mais ça va arriver. Moi, je suis déjà tombé sur une paire de gants que j'avais acheté sur eBay. Ouais. Que je pensais que c'était des Pro Stock, mais c'était écrit TSR sur le gant. Fait que les autres, TSR, c'est un magasin de sport aux États-Unis qui avait fait faire une batch de gants avec des spécifications pro, ce qu'on appelle plus communément, nous autres, des SMU, fait que des Special Makeup. Ils vendaient ça comme étant des Pro Stock. Ça avait les mêmes spécifications qu'un Pro Stock, mais tu sais, pour les vrais fervents, Ils savent que ça n'est pas. ils savent que ça n'est pas. Fait que tu ris de toi parce que tu t'es fait fourrer parce que t'as payé le prix d'un Pro Stock. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des avantages, je veux dire l'argent, là, mais d'acheter du stock en ligne versus dans le sens, est-ce qu'il y a des désavantages à pas tout acheter en ligne, c'est ça que je veux dire? Ben, il y a un risque. Si tu connais pas ta grandeur ou s'il y a une évolution des fits, surtout dans le Pro Stock, comme tu disais tantôt, puis ça, c'est une autre anecdote aussi qu'on peut parler quand j'étais chez Sherwood, quand on a fité des gants pour Marc-Édouard Vlasic. Oh, Vlasic, c'est comme ça qu'il dit ça? Vlasic. Ben, il y a une origine, East European. Eastern européenne. Vlasic, d'où son nom Pickle de la marque. Oui. Continue, oui. Lui, il avait demandé d'avoir un 1/8 de pouce, on s'entend là, c'est 2 mm, sur les 2 doigts du milieu. De plus. OK. Tu sais, on va le brander comme un 14 pouces, là. Mais il feel vraiment plus grand qu'une grandeur 14 pouces qui est pour les ignares du domaine du hockey. C'est le médium, si tu veux, du gant de hockey. Là. C'est probablement la grandeur qu'on vend le plus. Puis, le 14 pouces, Ouais, exact. Fait que là, lui, il avait demandé ces spécifications-là qui étaient vraiment très, très, très spécifiques. Fait que des fois, tu peux avoir des mauvaises surprises parce que tu connais pas les specs des joueurs. C'est ça. Fait que tu vas arriver avec quelque chose que tu t'attendais pas. Tu sais, des fois, il y a des gars qui mettent pas de back-end à l'intérieur. Il y a un back-end pad que tu peux enlever ou remettre. Il y a des gars qui vont carrément le découdre ou l'enlever ou l'arracher. Au niveau des bâtons aussi, je pense, parce qu'un bâton de hockey de pro est fait pour être utilisé, justement, comme on dit, un taux de roulement très élevé. Toi, tu sais, tu vas payer cher pour un bâton pro, tu vas le péter vite, tu sais. Ben, ça, c'est la même chose au retail, by the way, là. Tu sais, moi, l'analogie que je donne souvent, c'est comme dans les voitures, tu sais. Une Lamborghini, tu vas la payer $1,5 million, mais tu la sors pas l'hiver parce que tu veux pas la scraper. C'est un char qui est super performant, mais qui est ultra fragile. Comparativement, mettons, à ta Subaru que t'as payé 45 000, puis je comprends. Est-ce que c'est four-wheel drive, mais qui est pas tuable. T'sais. Est-ce que tu me fais penser, est-ce que c'est vrai que les bâtons en composite brisent plus facilement quand tu joues au hockey dehors? Alors qu'ils sont pas faits pour aller en bas de certaines températures ou c'est... Non, nous autres, on les teste pour aller jusqu'à des températures comme moins 40 degrés. OK. Donc, c'est sûr que tu vas affecter la flexibilité de la résine puis des fibres, fait que c'est à tes risques et périls. Mais techniquement, nous autres, on les teste pour faire en sorte qu'ils devraient pas casser. Souvent, quand les bâtons cassent, de toute façon, c'est pas le bâton qui casse à cause d'un défaut de fabrication, même si on donne une garantie sur les défauts de fabrication. Parce qu'on les met pas en marché, ces bâtons-là. On a un contrôle de qualité qui est vraiment assidu. Puis, s'il y a un défaut de fabrication, on l'a spoté avant même qu'il arrive sur le marché. C'est souvent des amorces qui vont être faites parce que t'sais, sur un coup de tête, t'as soigné ton bâton sur un poteau. Mais non, souvent, tu sais, ça va être des slashes ou des trucs de même qui vont créer des amorces, des points de faiblesse. Puis, tu sais, au niveau physique, une amorce va juste vouloir tendre à devenir de plus en plus grosse. Fait qu'à un certain point, après un certain nombre d'impacts ou après un point de torsion qui est vraiment spécifique à cet endroit-là, le bâton va casser à cet endroit-là. Dernière question, par rapport au bâton, je parle encore aux vendeurs, les choses que tu conseilles aux gens de regarder quand ils s'achètent un bâton. Parce qu'encore une fois, souvent les gens des fois ils voient les prix, des fois tu t'achètes un bâton très cher, mais ça valait peut-être pas la peine. Tu sais, encore une fois, il y a plusieurs spécificités sur le bâton, à commencer par la courbe, la flex et le lie. Ce qu'on appelle le lie, C'est-à-dire l'angle entre le bâton et le manche. Ouais. Qui est une notion que, honnêtement, j'ai pris conscience il y a seulement quelques années, là, même si ça fait longtemps que je joue. Puis, mais ce qui est important à savoir aussi, c'est que, tu sais, d'une courbe à l'autre, le lie va être différent d'une courbe à l'autre, mais tu pourras pas avoir différents lies pour la même courbe. Il y a quelques compagnies qui vont offrir la même courbe dans 2 lies différents. Je comprends.
Si on parle de micro-détails ici. Là, mais, exact. Mais des notions générales pour quelqu'un qui veut s'acheter un bâton de hockey qui dit « OK, Anthony, regarde, je veux un bon bâton. Qu'est-ce que je regarde? » Le plus gros réflexe que les gens ont, puis qui est humain certes, mais bizarre, là, c'est de prendre un bâton qui est vraiment trop rigide pour eux autres. Que certains aiment parce qu'ils aiment se contrôler la rondelle mieux, mais que quand même, il faut pas exagérer. Ouais, mais je veux dire... moi, le meilleur bâton que j'ai eu à date, là, c'était un 55 flex ou un 65 flex, un bâton intermédiaire que j'avais rallongé, fait qu'il était encore devenu plus mou. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens réalisent pas, c'est que un bâton, plus tu le coupes, va devenir plus rigide. C'est le principe de levier. Puis plus tu le rallonges, plus il va devenir flexible. Ouais. Moi, le meilleur bâton que j'ai eu, c'était un high kick point. Donc, un bâton qui va sembler un peu plus rigide juste parce que le point de flexion est plus élevé. Ça prend plus d'énergie à faire fléchir le bâton. Mais c'était un 65 flex, ça. C'était un intermédiaire. Habituellement, c'est un kid de 13-14 ans qui va utiliser ça. Puis on s'entend, je mesure CC1. C'est un manche plus petit, là. Non, pas dans le cas du bâton que j'avais. Parce qu'à l'époque, ça l'était. Ouais, ça l'est encore un peu, tout dépendant des compagnies. Mais, un tiers plus petit, là. Il y a une couple de personnes un peu comme pour les pulsations cardiaques, là, à quel niveau faut que t'arrêtes. Il y a comme une règle non écrite que c'est comme à peu près la moitié de ton poids. Par rapport à la flex, là, ça? Ouais, exact. Dans le fond, si tu mesures pas, si tu pèses pas 200 livres, techniquement, tu devrais pas utiliser un Sandflex. OK. D'autant plus que si tu dois le couper, je veux dire, tu vas encore ça. plus augmenter À chaque pouce que t'enlèves, c'est 4% plus rigide. Fait que sur un Sandflex, si t'enlèves un pouce, c'est rendu un 104. Ah, OK, quand même. Tu sais, faut que tu le considères. Fait que, puis, tu sais, c'est sûr que plus le chiffre est élevé, by the way, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être jamais acheté de bâton, là, plus le chiffre est élevé, plus le bâton est rigide. Ouais, exact. Fait que moi, si j'utilisais un 65, il était vraiment mou, là. Ouais. Tu reçois une base, ça plie. Ben, c'est que tu finis par t'adapter. C'est ça que les gens aussi ont tu sais, tu vas manier la rondelle de façon différente parce que tu vas t'adapter à l'espèce de wobble que tu vas avoir dans ton stick. Mais, tu sais, si, mettons, tu as une règle générale à donner, ça devrait être sensiblement la moitié de ton poids. Fait que si moi, j'étais à 175, ben, j'utilise à peu près un 80. Là, présentement, dans mon char, j'ai un 82 de flex. Fait que je suis comme un peu plus flexible, puis en plus, je l'ai rallongé. Il y a ça. D'autre part, tu sais, la plupart des noms que tu vois sur les bâtons ont aucun rapport avec le joueur. Oui, OK. Une courbe Kane a aucun rapport avec une courbe Kane. Avec ce que Kane utilise, ouais. Puis si c'était le cas, ben il y en aurait pas des droitières. C'est ça. C'est la partie branding. C'est la partie branding. C'est souvent un repère. Tu sais, si mettons je te parle d'une courbe Matthews, ben tu vas être capable de dire ben c'est l'équivalent de la Crosby chez CCM ou de la Enrique, mais là je sais pas si c'est encore ça chez Warrior. Fait que les courbes sont même s'il y a des différentes courbes qui sont offertes dans les différentes compagnies, c'est souvent des moules qui sont pas mal génériques. Fait que si tu me dis je suis un sack kick, fait que je vais rester avec du Easton. Ouais, mais non, pas vraiment, tu sais, je veux dire, si t'en vas chez Warriors, si t'en vas chez CCM, si t'en vas chez Sherwood, si t'en vas chez Bauer. Moi, j'ai passé récemment de Sherwood depuis longtemps à CCM. Je pense l'équivalent de la Coffee, c'est chez CCM, c'était la P77 chez PP77 chez il y avait la Landeskog qui était quand même pas mal courbée, la Datsuk qui était quand même pas mal proche aussi parce qu'elle avait un square toe un petit peu plus. Je pense parce que moi celle que j'ai pris qui était similaire, c'était une Bergeron. Ouais, ben la Landeskog, la Bergeron. La Bergeron, c'est l'équivalent de la Landeskog. Landeskog était avec CCM, Bergeron était avec Reebok. C'est rendu la même chose. Ah, voilà. Donc, c'est ça que tu disais que Sherwood n'était plus dans la Ligue nationale. Il y a une raison pour ça? Ouais, exact. Ben, pour qu'une compagnie puisse afficher son logo sur un produit dans la Ligue nationale, il doit payer un frais de licence à la Ligue nationale. Là, je m'avance sur les chiffres, là, mais je pense que ça tourne autour des 250 000 $. Puis ça, c'est par produit. Donc, on parle de par item. Donc, exact. Casque, bâton. C'est ça. Mettons qu'on prend un joueur régulier, sans compter les goalers, là, parce qu'il y a beaucoup de morceaux, là, mais casque, 250 000. Gants, 250 000. Culotte, 250 000. Bâton, 250 000. Patin, 250 000. Fait qu'on est rendu à 1,25 million de $. Pour qu'un gars porte ton branding de la tête aux pieds. Toi, tu parles par joueur? Non. C'est une licence pour la Ligue nationale. C'est ça. J'allais dire que pas 1,25 pour un joueur, pour tes produits en général. C'est pour les produits en général. Mais c'est quand même un frais de publicité. Oui, exact. Fait que, tu sais, pour un gars comme tu sais, pour des produits comme Bauer, dans le cas où est-ce qu'on fournit à peu près la moitié de la Ligue nationale en termes de patins, ce qui veut dire à peu près un minimum de 300 gars,
ben 250 000 sur 300 gars, ça s'amortit un petit peu plus. Surtout à la quantité de patins que eux autres vont nous acheter. Mais pourquoi DR est pas dans la Ligue nationale? Bon, peut-être que c'est raisonnable. Puis c'est pour ça que Sherwood, c'est un bon exemple, parce que t'avais Vlasic qui portait nos gants, Plekanec, Stachny, Bobby Ryan. À part de ça, c'était vraiment sporadique. Il y avait beaucoup de goalers qui utilisaient nos produits. Ouais. Mais puis là, j'ai dit qu'il était sorti dans la Ligue nationale. Tu parles de l'époque de Sherwood, là. Parce que exact. Puis, sont encore dans la Ligue nationale. C'est là où est-ce qu'il y a une nuance à faire. C'est juste qu'ils sont pas brandés. Fait que tu regardes le bâton pis les gants à Plekanec. Aucun logo de compagnie dessus. Mais c'est encore Sherwood qui est fourni. Écoute, je pourrais pas passer d'un meilleur sujet pour t'amener. Le dernier truc que je vais faire avec toi, c'est un quiz d'équipement. Okay. Et ça m'amène, la notion de ce qui se passe avec Reebok m'amène à la question suivante. Quel est le dernier joueur dans la Ligue nationale à porter du Jofa? Le dernier joueur à porter du Jofa dans la Ligue nationale? Ben, ça serait Selani, là, avec sa boule de quai, là. Bonne réponse, parce que Timo Selani en 2014, qui a pris sa retraite après. D'ailleurs, la marque sur son casque était noircie, parce que la licence de Jofa était expirée avec la Ligue nationale. Ce qui m'amène à la question suivante. Où est rendue la marque Jofa qui a bercé notre enfance? Est-ce que tu sais... tu veux dire où physiquement? Non, dans le sens que c'est une marque suédoise. Suédoise, oui. Mais où? Parce que on ne voit plus la marque Jofa. Ça fait un bout qu'on la voit plus. Ça faisait partie des nombreux achats que Reebok/CCM avait fait à l'époque. Exact, en 2004 pour compléter la réponse. Tous les produits de CCM que vous voyez avec les mots GDP dessus, le Joint Damping Protection, c'est une technologie qui vient de Jofa. Ah bon, tu vois, c'est encore plus complémentaire. Gretzky avait écrit le livre des records avec son fameux gros titan, son bâton titan en bois. Et qui avait fait passer la marque là, de 13e à première, là, très vite. Et la question est la suivante. Combien de bâtons Gretzky utilisait-il par saison dans son prime? Oh! Combien de bâtons Gretzky utilisait-il par saison dans son prime? Dans son prime, c'est au milieu des années 80. Ouais. Des titans, je dirais peut-être un par game, fait 80, là. On parle de 700 bâtons par saison parce que... Il changeait probablement à chaque période, lui aussi. Oui, et en fait, une partie de la réponse, c'est pour combler le marché de collection des Game Used sticks. Donc, dans le fond, il faisait un shift avec, il était Game Used. Donc, ce bâton-là pouvait être revendu maintenant pour des collectionneurs. Parlant de marques secrètes, pas de marque secrète, mais de marque qui n'existe plus, la marque Co. Est-ce que tu sais de quelle origine venait Co? C'était scandinave aussi. Si c'était finlandais. Et pourquoi aussi quand a-t-elle disparu, cette marque-là aussi? Ça aussi, c'est dans les achats de CCM. Exact. Et parlant d'achat, la marque Mission, aussi les fameux patins Mission qui étaient donc révolutionnaires, qui est aussi la marque... Et maintenant, elle est dans le roller seulement, là, mais... Mission, tu devrais savoir, est rendu où? Dû de par ton chandail. Ben oui. C'est nous autres qui avons ça avec High-Tech aussi. Exact. Ce qui a été acheté en 2008, Mission. C'est pour mettre des années. Là, pourquoi ça fait plus un certain nombre d'années qu'on voit plus certaines marques. Exact. Et la dernière question que je te pose est la suivante. Quel était le secret? Parce qu'un des meilleurs patineurs là, de son époque, c'était le défenseur Paul Coffey, des Oilers, entre autres, à l'époque. Et quel était son secret pour patiner aussi vite? Peut-être que et là c'est un truc d'équipement encore une fois là, évidemment là. C'est pas qu'il mangeait des vitamines. Non, c'était un truc d'équipement. Quel était le secret? Je dirais que ce serait probablement par rapport à son aiguisage. Non, en fait, c'était par rapport à ses patins qu'il prenait 2 sizes plus petits que sa vraie taille réelle. Et je sais même pas s'il mettait des bas à la fin là. C'était l'autre option que j'avais là. Puis encore une fois, c'est comme je t'expliquais tantôt, plus le patin est petit, plus la force que tu vas appliquer dans la glace en fait, la pression que tu vas appliquer sur la glace va être efficace. Mais à quel point ça doit être douloureux d'avoir des patins 2 tailles trop petites, là? Regarde, moi, j'étais à 2. Ouais. Peut-être qu'à l'époque, en plus, non, mais il y avait les orteils crunchy. L'affaire, c'est qu'il y a aussi, quand tu patines, naturellement, tes orteils se recroquevillent un peu. Mais oui, effectivement. Quand même. Ses orteils, ils doivent pas le remercier aujourd'hui. Non, mais bref. Écoute, c'était ce qui conclut le spécial équipement avec Anthony Gauvin. On a 1h46, ça a passé quand même assez vite. Donc, je te remercie beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Puis, j'attends mes bâtons. Non, c'est pas vrai. Mais, merci encore, bye bye.
Merci Anthony d'être passé au podcast. Quant à vous, allez vous chercher votre paire de billets pour échapper le gâteau 23 mai 2018 au cabaret Lion d'Or. Sinon, on se voit la semaine prochaine. OK, bye bye. Bokonji, Imama, bye bye bye.